Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Sean Seal, qui est un préparateur physique, strength and conditioning coach, qui s'occupe surtout, tu me diras si je me trompe, mais surtout de joueurs de rugby. C'est juste, ouais. C'est ça, d'autres sports en particulier aussi, non, comme le sprint, etc. Alors oui, je travaille pas mal sur le côté vitesse, plus dans le cadre du rugby, mais Rugby. c'est assez transversal, donc j'ai l'opportunité de travailler avec des athlètes qui sont pas nécessairement des joueurs de rugby, ouais. D'accord. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai eu la chance de discuter avec toi une ou deux fois il y a quelques semaines. On a Mm. partagé des vocaux sur notre point de vue sur le sport et l'entraînement. Et donc voilà, j'avais envie de parler avec toi parce que je trouvais qu'on avait comment dire, la discussion elle était sympa, quoi. Souvent j'ai parlé avec des coachs, comme tu expliquais, qui étaient plus fermés, noir ou blanc, et c'est quelque chose que moi vraiment je déteste parce que ça fait toute la discussion, puis c'est pas ouvert au débat. Donc c'était vraiment cool. Et puis donc voilà, donc je voulais vraiment faire ce podcast avec toi. Donc merci. Ah, ça fait plaisir merci à toi de m'avoir invité et je me réjouis d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux du coup te présenter un peu plus pour les gens? Ouais, donc je m'appelle Sean, comme tu as dit, je suis coach sportif, préparateur physique. Je travaille sur plusieurs plans. Je travaille notamment avec la préparation physique du club de Nyon, là où j'habite, en Suisse. Niveau amateur, on est en Ligue A en Suisse, qui est l'équivalent à peu près, pour ceux qui connaissent le rugby en France, c'est entre Honneur et Fédéral 3 à peu près en termes de niveau par rapport au rugby français. Je Ok. travaille aussi avec l'Académie nationale, donc les juniors U16 jusqu'à U20 suisse, avec la Fédération suisse de rugby, et je vais travailler un peu plus étroitement avec la fédération dans les mois qui viennent également. À côté de ça, donc j'ai des clients privés avec qui je travaille et j'ai aussi pas mal de clients à distance avec qui je travaille. Donc je fais programmation individuelle, suivi, coaching, etc. Euh, donc pour te situer un petit peu, donc j'ai grandi en Suisse comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai ensuite voyagé un petit peu. Je suis parti en Australie, je suis parti au Canada. Au Canada, j'ai rencontré ma femme ou future femme et je suis resté là-bas pendant 7 ans et on est revenu il y a à peu près 18 mois en Suisse. Donc retour au bercail pour moi, j'ai grandi ici à Nyon, donc c'est sympa de revenir à la maison après un petit peu de temps passé là-bas. Pendant que j'étais au Canada, j'ai découvert le CrossFit, j'en ai fait pendant à peu près une année. Par ce biais-là, j'ai trouvé l'haltérophilie. J'ai fait de la compétition pendant 2 ans en Colombie-Britannique. Donc, j'étais à Vancouver, au Canada. Ensuite, j'ai fait un petit peu de. Après, j'ai commencé à coacher. C'est là où j'ai commencé à coacher. Donc, il y a à peu près 6 ans, 6, 7 ans maintenant. J'ai monté mon entreprise de coaching. J'ai travaillé pour 2, 3 fitness à gauche, à droite. Après à peu près 3, 4 ans, j'ai pu me mettre à mon compte à temps plein. Et donc j'ai fait ça. En parallèle, j'ai commencé aussi à faire un petit peu d'ergomètre, donc de rameur indoor. J'ai fait 2, 3 compétitions là-dedans également. Et comme je t'ai dit, depuis que je suis revenu en Suisse, donc j'ai repris la préparation physique avec mon club de rugby d'origine. C'est là où j'ai joué au départ. J'ai fait C'est ce que je pas, vais te demander. Ouais. ouais, pas même mes écoles de rugby parce que j'ai commencé tard. J'ai commencé à 17 ans le rugby. Avant ça, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, du karaté, un petit peu de tout. Mais Tu donc touches un peu partout, quoi. ouais, j'ai touché à pas mal de choses étant plus jeune et aussi depuis que je coach. Donc c'est intéressant, ça donne des perspectives. Et puis donc maintenant, voilà, je suis coach à temps plein, autant coach sportif que préparateur physique. C'est comme tu disais, c'est parce que tu es coach que tu as envie un peu de toucher à tout pour un peu avoir le feeling que de comprendre un peu l'athlète que tu entraînes. Alors ça m'aide, mais c'est pas nécessairement toujours l'intention de base, dans le sens où pour moi c'est plus une histoire de curiosité personnelle. Il y a toujours des sports qui m'ont intéressé ou il y a des sports qui m'intéressaient pas et maintenant qui m'intéressent. Et donc, je laisse un petit peu mon instinct faire les choses. Si je sens que j'ai envie d'essayer quelque chose, je le fais. Si j'ai envie de m'améliorer dans un certain domaine, je le fais. Là, par exemple, pour moi, une des cordes qui manque à mon arc, c'est tout ce qui est multidirectionnel, le travail d'agilité. Ouais. J'ai une bonne compréhension de base, mais j'aimerais comprendre ça beaucoup plus. Donc là, je commence à travailler avec un coach, il s'appelle Justin Moore, je l'avais eu sur mon podcast, je ne sais pas si tu avais écouté celui-là. Ouais, c'est celui qui est il est chauve un peu. Non, il a pas mal de cheveux. Ah, c'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. D'accord. Il avait un Marcel avec le drapeau des États-Unis, donc D'accord. c'était assez marquant là-dessus. Mais non, il est très très bon coach et il a un modèle très très intéressant au niveau des changements de direction.
et notamment le travail qu'il fait avec ses athlètes. Il travaille avec pas mal de gars qui sont dans le football américain. Mais ça m'intéresse de voir sa perspective et de voir comment il travaille les choses. Donc, je vais travailler un petit peu plus étroitement avec lui dans les mois qui viennent, notamment pour, à mon avis, combler une de ces, enfin, je dis brèche. Après, je comprends bien le domaine, mais je sens que ma compréhension dans ce domaine-là est un petit peu en retrait par rapport aux autres, notamment par rapport à la vitesse pure, la vitesse linéaire, disons, par rapport au conditionnement, préparation au combat, toutes ces choses-là qui sont utiles pour le rugby. Et donc, c'est quelque chose que je veux apporter non seulement aux joueurs avec qui je travaille, mais aussi que moi, je veux apprendre et approfondir. Donc, je me lance un petit peu là-dedans. Le rugby, tu me dis que tu as commencé ça à 17 ans. C'était un niveau assez élevé ou juste pour le plaisir comme ça? Alors, j'ai joué ici en Liga en Suisse. Je suis jamais allé jouer en France. J'ai fait quelques sélections avec l'équipe junior suisse en moins de 20 et en moins de 21. Okay. Je suis parti 2 ans de suite au championnat d'Europe qui était à Prague. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais C'est un niveau quand même. 19 et 20 ans. Écoute, c'est toujours facile de dire, voilà, tu es en équipe suisse, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le niveau que tu aurais en équipe de France, par exemple, ou dans d'autres gros pays où il y a une grosse culture de rugby. Donc, alors oui, c'était un niveau intéressant pour moi et je me suis vraiment bien amusé. Mais il y avait pas l'encadrement que même on a aujourd'hui, que moi je peux apporter notamment aux jeunes sur la préparation physique. On n'avait pas ça. C'était vraiment, tu te retrouves une ou deux fois pour faire des stages d'entraînement, pour avoir un petit peu de cohésion. Puis après, boum, tu pars au championnat d'Europe. Donc, ce serait mentir de dire que c'était un gros niveau. C'était pas un gros niveau, mais c'était une expérience qui était quand même intéressante. Intéressant. D'accord. Et par contre, le foot, c'était un niveau encore plus inférieur, j'imagine. Ouais, et j'étais plus jeune aussi. J'ai commencé le foot, si je me trompe pas, quand j'avais 7 ou 8 ans. Et j'ai joué jusqu'à à peu près 13 ans, si je me trompe pas, 13-14 peut-être. J'étais gardien pour la majorité de ma carrière de footballeur. Et ce qui s'est un petit peu retrouvé après dans le rugby, vu que j'ai joué à l'arrière et à l'aile également. Donc, avoir cette vue sur l'ensemble du terrain et ce qui se passe et être bon avec les ballons à la main, les choses comme ça, et au pied également, c'est toujours quelque chose qui a assez bien marché pour moi. Donc, c'est intéressant de voir cette tendance aussi entre les deux sports. Et en fait, après le rugby et le foot, tu t'es dirigé plus vers des sports plus individuels, en fait, finalement. Ouais, et ça c'était une transition qui était très très intéressante pour moi dans le sens où j'avais jamais fait de sport vraiment individuel. J'avais fait un petit peu d'arts martiaux, j'avais fait karaté, judo quand j'étais un peu plus jeune, mais je m'étais jamais vraiment dédié à un sport individuel. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était tout l'aspect psychologique, surtout de ces sports individuels. Parce que dans le rugby, c'est toujours facile de pointer du doigt, de dire oui, mais l'équipe adverse était meilleure, oui, mes coéquipiers, ils étaient pas super bons aujourd'hui, oui, mais il y avait ça, il y avait ça. Et alors que les sports dans lesquels je me suis lancé, notamment l'haltéro et le rameur, il y a personne en face. C'est toi et ta barre, ou c'est toi et ton rameur. Et soit tu fais ce que tu dois faire, soit tu le fais pas. Donc c'est très noir et blanc comme situation, ce qui donne très peu de t'as pas de marge t'as pas d'excuse en fait. Tu dois exécuter. Il y a des gens qui préfèrent, il y a des gens qui préfèrent ça. Moi, je sais que c'est un peu paradoxal parce que moi, du coup, je fais du foot, mais je pense que je préférerais faire un sport individuel. Je suis mieux. Moi, j'ai un peu de mal en groupe, par exemple, et donc je me sens mieux dans mon truc, faire mon sport tout seul. Enfin, donc c'est paradoxal. Le foot, c'est vraiment le sport collectif par excellence. Ouais, mais tu vois, je pense que tu dois pas nécessairement choisir l'un ou l'autre. Je pense que tu peux très bien t'épanouir dans un sport d'équipe tout en ayant conscience du travail individuel que toi tu peux faire comme athlète et de ce qui va te faire avancer. Et je pense même j'encouragerais des jeunes athlètes ou même des parents avec leurs enfants à les inscrire dans des sports autant collectifs qu'individuels, qui fassent un petit peu des deux. Parce que justement, je pense que si on fait que des sports individuels tout le temps, on va pas développer justement cette capacité à travailler en équipe, communication, toutes ces choses-là sont très très importantes. Et dans le cas inverse, si on fait que des sports d'équipe, on va pas nécessairement réaliser à quel point on peut se pousser en tant qu'athlète, en tant qu'individu, et apporter ça ensuite au collectif. Donc je pense que les deux c'est assez complémentaire comme activité, et je pense que si on peut
si on peut devenir meilleur dans les deux, on ira plus loin et on fera mieux, ça c'est clair. Et par contre, en tant que coach, tu as noté des différences quand en coachant avec individuel qu'en coachant une équipe. C'est vachement différent, j'imagine, l'approche. Écoute, c'est intéressant comme question. J'ai notamment un athlète avec qui je travaille à distance il fait de la voile. Il fait de la voile à un haut niveau. Il est dans l'équipe suisse de voile. Il est jeune encore, mais il vient d'arriver dans le circuit senior et il s'en sort déjà très très bien. Donc, c'est clairement un sport individuel où il est sur son petit bateau et il y a que lui. Et bon, après, il y a le vent. Donc, il y a cette variable-là en plus. Mais c'est vrai que je dirais qu'il y a plus l'aspect psychologique quand je coach des athlètes qui font des sports individuels parce que justement, c'est une grosse partie du sport, tu vois, du fait que c'est une des choses principales sur laquelle ils doivent se poser et s'améliorer, parce que au final, l'aspect psychologique de la préparation sportive, ça te permet ou non de réaliser ton plein potentiel, autant physique, technique et tactique. Tu peux être le meilleur physiquement, tu peux être le meilleur techniquement, tu peux être le meilleur tactiquement à l'entraînement, par exemple. Si psychologiquement, tu n'arrives pas à réaliser ce potentiel pendant le match, eh ben, tu vas être limité. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est le haut de la pyramide, si on veut, dans le sens où c'est la chose qui va déterminer, au final, si on exécute la façon dont on peut ou pas, et où on veut ou pas. Et donc, ça, c'est un aspect très, très important. Et encore une fois, je pense que c'est tout aussi important dans les sports collectifs. Par contre, c'est moins flagrant quand on le fait pas. Tu vois, parce que, par exemple, sur un terrain de rugby, tu as 14 coéquipiers, plus encore 8 sur le banc. Et donc, si toi, t'es pas à 100% dans ton match, si tu es juste un petit peu en deçà en termes de niveau psychologique, qui encore une fois va impacter toutes les autres covariables, si on veut, de la préparation sportive, ça va se voir, mais ça va pas nécessairement se voir autant que dans un sport individuel où ça va se refléter instantanément, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus d'accent qui est mis sur le côté psychologique avec des athlètes de sport individuel qu'avec des sports collectifs, tout en sachant que voilà, c'est quand même un aspect très très important des sports co, et je pense qu'il faut pas le négliger non plus. Moi, il y a une question que je me pose parfois. En tant que coach, alors on va parler de rugby pour toi parce que c'est surtout ce que tu connais, j'imagine, par rapport au foot. Est-ce que tu arrives à voir le joueur qui, s'il est dans une équipe euh, où les joueurs autour de lui ne sont pas forcément très bons, est-ce que tu arrives à voir peut-être que ce joueur a un potentiel pour jouer avec des joueurs meilleurs et qu'en jouant avec des joueurs meilleurs, il sera lui aussi du coup en fait, beaucoup plus fort que ce qu'il laisse paraître sur le terrain? Parce que souvent, il y a des joueurs comme ça, je pense, où ils pourraient vraiment jouer dans des niveaux beaucoup plus hauts, mais étant donné que le foot c'est un sport collectif, bah, ils ont besoin des autres. Et au final, on pense qu'ils ne sont pas super bons, enfin pas aussi bons qu'ils en ont l'air, mais parce que les autres autour d'eux ne font pas la passe, ne renvoient pas la passe, ou ne bougent pas comme il faut. Et du coup, en fait, lui, c'est un talent perdu, quoi. Alors, si je comprends bien ta question, Ouais, oui, je pense. excuse-moi, je vais reformuler. Est-ce que tu arrives à voir, à percevoir le joueur qui arrive à se démarquer même dans une équipe qui est pas bonne, si lui aussi est pas bon du coup, tu vois, le petit truc. Ouais, je pense que donc là, on parle de l'influence de l'équipe sur l'expression du potentiel individuel des joueurs. Ouais. Je, je pense que ton analyse, elle est juste dans le sens où, enfin, je pense qu'elle est juste dans certains cas. Ça dépend toujours de l'athlète. Tu vois, il y a l'athlète qui a vraiment un niveau supérieur et du potentiel pour jouer beaucoup plus haut, et ça se manifeste sur le terrain dans le sens où peu importe l'environnement dans lequel il se trouve, il va pouvoir exprimer son plein potentiel, même avec une équipe de moindre niveau, alors que d'autres, comme tu l'as dit très justement, je pense, d'autres joueurs vont être limités par leur environnement et influencés par le fait que les joueurs autour d'eux sont pas aussi forts que lui ou elle, et donc va pas pouvoir exprimer son potentiel de la même manière. D'où l'intérêt, je pense, d'avoir des journées que ce soit des journées de repérage, des journées de sélection, des journées de test, avec justement des niveaux supérieurs, comme par exemple en Suisse au niveau national. Si je me trompe pas, en octobre, il y a une journée de test ou en tout cas de repérage qui va se faire, et où ils vont inviter tous les joueurs qui ont déjà la nationalité ou
le potentiel de jouer en équipe suisse pour voir dans une situation où justement le niveau est un peu plus élevé de manière générale, qui est-ce qui sort du lot, qui est-ce qui est présent, qui est-ce qui peut vraiment faire ce qu'on leur demande de faire. Donc je pense que ouais, autant certains tu vas les voir tout de suite parce qu'ils sont vraiment un cran au-dessus et ça les dérange pas nécessairement de pas être dans un environnement qui est à un niveau aussi élevé que le leur. Autant d'autres, il leur faudra cet environnement un petit peu plus poussé pour qu'ils puissent s'exprimer complètement. Et je pense que c'est bénéfique aussi, bien sûr, de toujours essayer de côtoyer des gens qui sont à un niveau légèrement plus élevé que toi pour te pousser vers l'avant, pour te tirer vers le haut, pour te forcer à faire plus et à faire mieux. Parce que c'est vrai que si tout ce que tu fais, c'est jouer à un niveau qui est à peu près 2 crans en dessous du tien, ça va être très, très difficile de développer ton potentiel. D'accord. Donc moi, quand je te disais au téléphone, il y a surtout des sujets qui me tenaient à cœur de partager pour les footballeurs, les jeunes footballeurs surtout, enfin les footballeurs en général, mais surtout des jeunes qui espèrent atteindre un niveau un peu plus haut. C'est tout ce qui était agilité. On voit beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui font énormément d'exercices avec les échelles d'agilité, dans l'optique d'être plus rapide, plus agile, etc. Et ouais, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que quand j'observe un match de football, pour moi, il n'y a pas vraiment de transfert, en fait, avec ces exos. Alors, comme tous les exos, tout accessoire d'entraînement, etc., ça peut avoir une utilité. Je pense que pour les jeunes athlètes en particulier, que ce soit les enfants, etc., ça peut être super intéressant pour travailler tout ce qui est coordination, enfin, tout ça, quoi. Mais qu'à un certain moment, peut-être qu'on a atteint la limite en fait de l'efficacité de ce truc-là. Et le problème, c'est que souvent, moi, comme je disais, j'observe souvent des jeunes footballeurs, etc., qui individuellement vont vouloir faire leur entraînement tout seul. Et tout ce qu'ils font souvent, c'est échelle d'agilité, puis ils font 1, 2, 1, 2, etc. Et donc, ouais, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je sais que toi, tu en parles souvent de ça. Et étant donné que les échelles d'agilité dans le foot, c'est vachement répandu, je voulais que tu me donnes un peu ta vision par rapport à ça. Ouais, donc c'est vrai que pour donner un peu de contexte, j'aime bien mettre le feu aux échelles. Je le fais un petit peu en rigolant dans le sens où c'est pas mon objectif de vie de faire en sorte que personne n'utilise des échelles d'agilité. Je pense que ma réflexion sur la façon dont je parle des échelles, c'est que l'intention est juste. L'intention est juste dans le sens où on veut que nos joueurs aient une meilleure coordination, on veut peut-être des temps de contact au sol qui sont plus courts. On veut une fréquence d'appui qui est très très élevée. Parce que si on regarde en fait ce qui se passe avec un sprint, un vrai sprint, toutes ces choses-là sont importantes. On a une coordination au niveau du mouvement du haut et du bas du corps. On a enfin, encore une fois, suivant les actions, soit une dissociation, soit une coordination haut du corps, bas du corps. Quoi qu'il arrive, ça travaille tout bien ensemble et on arrive à passer de manière fluide d'un mouvement à l'autre, que ce soit par exemple d'un sprint à un changement de direction, des choses comme ça. Donc, oui, est-ce qu'on veut plus de coordination pour être meilleur au foot, au rugby, etc. Absolument. Est-ce qu'on veut des temps de contact au sol qui sont plus courts? Alors ça, c'est une question intéressante parce que on regarde à haut niveau, les sprinteurs de haut niveau, les temps de contact au sol, c'est en dessous de 100 millisecondes. Ok, donc on se dit, si on veut aller vite, il faut faire pareil. Il faut toucher le sol très très rapidement et il faut pas passer trop de temps au sol. Ce qui est pour moi, c'est encore une fois, l'intention elle est juste, mais la réflexion elle est pas bonne dans le sens où les sprinteurs de haut niveau, ils touchent le sol pour moins de 100 millisecondes sur leurs appuis les plus rapides, hein, on est d'accord. Par contre, ils génèrent une force au sol qui est absolument monstrueuse dans ces temps-là. On parle de 4 pour les sprinteurs d'élite, on parle de 4 à 5 fois le poids de corps qui est en termes de force qui est généré sur chaque appui. Donc, tu génères 4 à 5 fois ton poids de corps sur un appui qui dure 100 millisecondes, ce qui est absolument énorme. Tu compares ça même au squat, il y a aucun footballeur qui squatte 4 fois, 5 fois son poids. Et en plus, le squat, tu passes tout ton temps au sol, hein, les pieds ne bougent pas. Donc, c'est déjà pas du tout le même mouvement, mais tu te rends compte quand tu parles en termes comme ça de la magnitude, de l'amplitude de la force que ces sprinteurs génèrent et qui est nécessaire donc pour sprinter rapidement. Et donc, dissocier
c'est l'aspect de la force qui est générée et le temps de contact au sol, pour moi, c'est une réflexion qui est fausse. On ne peut pas avoir un paramètre sans l'autre. On ne peut pas juste dire, bon, ben, on va vite toucher le sol. Et juste parce que les sprinteurs, ils font comme ça et parce que quand ils vont vite, c'est comme ça qu'ils font. Voilà, on regarde un paramètre plutôt que de regarder l'ensemble du mouvement. Et pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est pareil en termes de fréquence d'appui. On dit ah oui, on veut une fréquence d'appui qui est vachement élevée parce que les mecs quand ils courent, ils touchent le sol tant de fois par seconde et on veut essayer de répliquer ça. Encore une fois, l'intention est juste, mais la réflexion est fausse dans le sens où on peut pas découpler la fréquence d'appui et la longueur de chaque foulée. C'est deux choses qui travaillent ensemble dans le sprint. C'est pas soit l'un soit l'autre. Et on peut pas juste, si on a les deux, comment dire ça, les deux boutons pour la fréquence d'appui et la longueur de foulée ou d'enjambée, on peut pas juste dire je vais monter la fréquence d'appui au max sans avoir aucun impact sur ensuite la longueur de la foulée. C'est clair et on le voit sur les échelles. Si tu montes la fréquence d'appui au max en isolation avec une échelle, avec des boîtes qui sont arbitrairement dessinées en termes de taille et d'organisation, ça a rien à voir avec les longueurs d'enjambées que tu vois dans le sprint. Puis moi, ce qui me dérange aussi avec l'étude d'agilité, c'est que c'est très robotique en soi. Tu suis en fait quand tu joues sur un terrain de foot, tu vas regarder Messi, ses pieds bougent super vite, etc. Comme tu dis, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout robotique comme une échelle qui t'entraîne à faire. Moi, c'est ça qui me dérange aussi, tu vois. Je pense l'argument est juste quand on dit que, à mon avis, par exemple, dans le sprint, dans l'accélération linéaire, dans le sprint, il faut apprendre les bases, il faut apprendre les règles avant de les casser. D'accord? Donc, il faut apprendre à courir correctement avant de commencer à faire des trucs un petit peu plus freestyle. Si tu regardes, j'avais vu une très bonne série de photos qui était issue d'une vidéo de Mbappé, si je me trompe pas, qui courait avec un ballon. Et en gros, tu le regardes sprinter avec ou sans ballon, ses jambes, elles font exactement la même chose. Ah, c'est même s'il arrivait. Alors qu'il conduisait la balle, c'est intéressant. Il conduisait la balle, par contre, dès qu'il avait poussé la balle là où il voulait, il se remettait instantanément dans sa forme de sprint en termes de foulée, en termes de positionnement des membres inférieurs, etc. Et donc, ces gars-là, ils ont appris à courir correctement. Et encore une fois, si tu compares ce qui se passe dans un sprint où les mecs ils courent à 30, 35 km/h ou même plus, et après tu compares ce qui se passe sur une échelle d'agilité, ça n'a rien à voir. C'est un monde complètement différent. Et encore une fois, d'essayer de faire un parallèle entre les deux, juste en disant que oui, mais la fréquence d'appui au sol est vachement élevée, oui, mais le temps de contact au sol est vachement bas. Pour moi, c'est pas des arguments qui tiennent la route parce qu'il y a tous les autres paramètres qu'on oublie en fait, qu'on considère pas et qu'on mentionne pas. Et si on les considère, on se rend compte que l'échelle d'agilité a rien à voir avec un sprint. Et après, on peut le faire aussi au niveau des changements de direction. Les angles qu'on va atteindre avec nos jambes quand on est sur une échelle d'agilité n'ont rien à voir avec les angles que tu peux observer sur un terrain quand les gens font des changements de direction. C'est pas des positions qui sont équivalentes. Donc, pour moi, si tu veux, si on prend un spectre d'efficacité, déjà là, on part de zéro, on part de rien du tout. Donc, si ton athlète il fait rien en termes de travail de sprint et d'agilité, tu vas être à zéro. Ok. Après, tu as l'échelle d'agilité. À mon avis, elle est à peu près ici, okay, par rapport au zéro. Donc, est-ce que pour un athlète qui a jamais fait de travail de vitesse, jamais fait de travail de coordination, jamais fait de travail d'agilité, est-ce que ça va leur être bénéfique ça plutôt que rien? Bien sûr. Mais après, est-ce que c'est la façon la plus efficace de travailler la coordination, l'agilité et toutes les facettes de la course? À mon avis, pas. À mon avis, tu as zéro, tu as l'échelle d'agilité et après, tu as apprendre à sprinter, même là-bas, tu vois, là-bas au fond. Apprendre à sprinter, gamme athlétique, toutes ces choses-là qui sont des mouvements où tu vas développer toutes les qualités que tu développerais avec une échelle. Par contre, dans un contexte qui est infiniment plus proche du sprint ou de la course et des changements de direction et du travail d'agilité que tu ne l'es sur une échelle. Du fait que sur l'échelle, tu regardes en bas, la distance entre tes appuis, c'est quasiment rien. Ta vitesse de déplacement, c'est quoi? C'est 0,5 mètres seconde, c'est peut-être 1 mètre seconde. Alors que quand tu sprintes, moi, même mes avants, ils font du 7, 8 mètres seconde. Il y a certains arrières, peut-être, chez moi, je pense que Ambroise, il doit faire du 8,5, 9 mètres seconde. Ça n'a rien à voir. Et donc,
encore une fois, je me permets de mettre un petit peu le feu aux échelles et c'est plus pour Ah, pour ton dynamiser un petit réflexion. peu la conversation. Ouais, c'est pour générer une conversation et une discussion qui va un petit peu plus loin que oui, mais je veux que leur pied il bouge vite. Tu vois, pour moi, c'est un argument qui Ouais, est, c'est l'argument facile. c'est comme si tu prenais pour le sprint, tu te dis, OK, alors moi, je veux que mes joueurs, ils soient plus rapides. OK, donc là, déjà, on est OK, moi, je suis d'accord avec ça. Donc, on va regarder ce que font les sprinters de haut niveau. OK, on regarde Usain Bolt, on regarde Tyson, on regarde Asafa Powell, on regarde tous ces gars-là. Et on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils font, eux, pour être plus rapides? Ah, ben, ils courent le 100 mètres. Bon, bah, du coup, je vais prendre mes joueurs, mes joueuses, et on va courir des 100 mètres. Tu vois, l'intention est bonne au départ. Je veux rendre mes joueurs plus rapides. Je veux qu'ils courent plus vite. Alors, je vais faire quoi? Je vais regarder ce que font les pros et je vais faire pareil. Sauf que on se rend pas compte qu'un 100 mètres, c'est énorme comme distance. Même pour des sprinteurs de haut niveau, c'est pas de la vitesse pure, c'est de la vitesse endurance. Ah ouais, Le mec, oui, il a... moi j'ai testé ça avec un sprinter, un pote à moi professionnel. J'ai testé ça il y a 3-4 mois. Tu te rends compte en fait ouais, de la dureté du truc, quoi. C'est vraiment compliqué comme truc. Et ça, c'est un truc que les footballeurs ne font jamais d'ailleurs, hein. Tout ce qui est sprint de 100 mètres, etc. Et je pense que ça pourrait les servir énormément parce que tu développes vraiment des qualités différentes. est-ce que ça pourrait leur servir? À mon avis, 100 mètres, non. Non, mais Parce le que, fait de, tu vois, moi, j'ai fait par exemple beaucoup de sens tactique avec mon pote. Et en fait, pour moi, moi je discutais avec son coach, c'est quelque chose qui. Alors, c'est- effectivement, tu vas pas faire ça toute la saison, etc. Mais c'est quelque chose quand même qui peut t'aider vraiment à développer quand même certaines qualités qui peuvent être super importantes pour le foot, quoi, pour moi. alors, au niveau énergétique, moi, je serais d'accord avec toi de dire qu'il faut à un moment donné dans la préparation qu'il y ait des séances qui fassent un petit peu mal pour que Mhm. tu sois prêt ensuite à reproduire ces efforts sur le terrain. Ça devrait pas, comme tu as dit, ça devrait pas être toute l'année, ça devrait pas être toutes les séances. Mais il y a 2, 3, 4 peut-être séances dans une pré-saison où ça devrait vraiment être difficile, où les mecs qui vont vraiment être dans le rouge et on va les pousser pour que justement, quand ils se retrouvent dans ces situations-là sur le terrain, ils sachent y faire face, au moins mentalement, mais aussi un petit peu physiquement. Ouais, Mais après, encore une fois, un 100 mètres, pour moi, c'est pas ouais, c'est l'outil très idéal. spécifique. C'est très spécifique. Donc, C'est très très long, c'est très très long. Moi, ouais. même les gars avec qui je travaille, Géraud, un des athlètes avec qui je travaille depuis un moment maintenant et qui a fait beaucoup de progrès sur son sprint. Et là récemment, on a retesté son 30 mètres départ arrêté et à 30 mètres, ça commence à tirer dans le sens où 40 mètres, il arriverait peut-être à tenir vraiment avec une bonne posture et une Vmax propre, mais après, ça va descendre très très rapidement dans le sens où Ouais. on se rend pas compte de la longueur que ça fait 100 mètres sur un effort qui est vraiment vraiment maximal. Donc moi, je travaille avec les gars, on travaille sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Des fois un petit peu plus, mais c'est très 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 rare parce qu'encore une fois, s'ils courent correctement, ils vont avoir beaucoup de peine à déjà à tirer bénéfice de ces mètres supplémentaires. Et donc, pour moi, c'est quelle est la distance la plus efficiente, si on veut, pour travailler, pour avoir le plus de retour possible. Est-ce qu'on pourrait faire des 100 mètres? Oui. Par contre, la qualité sur les 60 derniers mètres, ça va être de la merde. Ça va servir à rien. Et donc, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Donc, moi, je préfère me cantonner à des plus petites distances. Et donc, juste pour revenir et pour clore un petit peu on va dire le parallèle précédent que j'ai essayé de faire. L'intention est juste de dire oui, je veux que mes gars ils sprintent plus rapidement. Par contre, le choix de l'exercice, le choix de faire des 100 mètres, par exemple, parce que les pros ils font des 100 mètres, il est faux parce que c'est pas juste parce que les mecs ils font du 100 mètres que nous on doit faire du 100 mètres pour s'améliorer, tu vois. Donc les échelles, je les vois encore une fois, je les vois comme ça. C'est l'intention est juste et les arguments qui sont derrière de qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut travailler sont justes aussi. Coordination, temps de contact au sol, fréquence d'appui, c'est toutes des choses qu'on veut améliorer dans nos athlètes, mais à mon avis, l'échelle n'est pas l'outil idéal pour développer ces qualités-là. On va juste revenir on parle du 100 mètres, etc., et des footballeurs. Tu vois, les sprinters, du coup, le sprinter du 100 mètres, il va faire des distances tactiques à faire des 300 mètres, 250 mètres, 200 mètres, etc. Donc, c'est des distances qui sont beaucoup plus longues que ce qu'il va devoir faire en compétition. Et pour justement travailler le mental et pour travailler justement la capacité et aller encore plus loin que la distance qu'il fait en compétition. Est-ce que tu penses, toi, que justement un footballeur tu prends par exemple Cristiano Ronaldo, il va peut-être piquer un ou deux sprints de 50 mètres dans le match. Bah, est-ce que du coup, tu penses que ça peut être intéressant justement pour ça, de faire des distances qui sont plus longues que 50-60 mètres,
pour que quand en match il fera des 50, 60 mètres, tu comprends mon raisonnement? Ouais, donc faire un peu plus long pour que quand tu le fasses en match, ce soit un peu plus facile. Ouais, pour que quand il fait son 50 mètres en match, en fait, bah, il n'aura pas fait que des 30 ou 40 mètres avant, mais il aura fait des distances plus longues. Ouais. Ce qui fait qu'en match, en fait, ça sera pas plus facile, mais son corps se sera habitué à cette longueur. À mon avis, moi, je privilégierais l'intensité du sprint sur le 30 ou le 40 mètres plutôt que sur la durée. Parce que si on arrive à monter la Vmax d'un joueur, ils vont accélérer plus longtemps et donc ils vont atteindre leur Vmax plus tard. Et donc, ils vont pas nécessairement avoir besoin d'autant d'endurance derrière le sprint parce que bah, pour ceux qui sont pas familiers avec notamment la dynamique d'un 100 mètres, par exemple, même les pros, hein, Usain Bolt, par exemple, quand il fait son record du monde, il accélère jusqu'à à peu près 70 mètres. Jusqu'à 70 mètres, il est en accélération. Entre 70 et 85 mètres, si Alors, je ne me trompe pas. C'est juste pour c'est 70-80. Pardon, ouais, je vais y aller comme ça. Donc, jusqu'à 70 mètres, il accélère. Entre 70 et 85, ça joue comme ça. Entre 70 et 85, il tient sa Vmax et ensuite, il commence à décélérer un petit peu. Donc, et ça se passe pour tous les sprinteurs. Il n'y a aucun sprinter qui tient sa Vmax jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, la portion finale qui est au-delà de la Vmax, c'est toujours une portion de vitesse endurance ou d'endurance de vitesse. Je ne sais pas exactement le terme en français, speed endurance en anglais. Donc, si on regarde par exemple un 60 mètres, ce qu'ils font en indoor, notamment les sprinters pendant l'hiver, ça, c'est un effort qui est purement de vitesse max, dans le sens où ils vont juste peut-être atteindre leur Vmax quand ils passent la ligne, tu vois. Mais sur un 100 mètres, c'est de la vitesse endurance, très très clairement. Et ça, tu peux regarder toutes les courbes de vitesse et tous les graphiques qui sortent des sprinters. Et c'est comme ça. Et c'est encore plus le cas pour des athlètes qui sont d'un niveau moindre, dans le sens où, moi, la plupart de mes gars, ils vont atteindre leur Vmax entre 20 et 30 mètres. Ça veut dire que sur un 100 mètres, ils ont 70 mètres d'endurance à faire derrière, où ils doivent essayer de ne pas perdre trop de vitesse sur le. Et ce travail-là, c'est un travail qui est difficile et à mon avis qui est pas vraiment nécessaire dans les sports co, dans le sens où oui, tu vas devoir piquer des longs sprints à un moment donné, mais est-ce que ça vaut la peine de passer? Si tu regardes la proportion de temps que tu vas passer en match à faire des sprints de plus de 40 mètres même, tu auras de la peine à trouver des vrais sprints de plus de 40 mètres. En général, ce sera des longues courses à haute vitesse avec peut-être une petite phase de sprint dans cette course-là, mais des vrais sprints de 50 mètres, honnêtement, je pense pas que tu en trouveras beaucoup. Et donc, je pense que le temps est mieux utilisé à travailler de la vitesse pure, donc du 10, 20, 30, peut-être 40 mètres, et à vraiment essayer de pousser cette accélération et pousser cette Vmax plutôt que de passer trop de temps sur de la vitesse endurance derrière. Bah, du coup, pour conclure par rapport aux échelles d'agilité, toi, tu les jetteras à la poubelle pour la plupart du temps, mais du coup, ouais, tu t'en fais beaucoup moins. Je l'utilise pas du tout. Par contre, pas du tout. Même en éducation, si jamais tu dois t'occuper d'un athlète qui. Même en rééducation. Ouais, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit capable de sprinter à nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la progression qui va nous permettre de le ramener ou de la ramener à son niveau préalable ou même au niveau du dessus pour pas qu'il se reblesse. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on pourrait utiliser une échelle? Oui, on pourrait. Est-ce que c'est le meilleur outil pour la tâche qu'on essaie d'accomplir? À mon avis, pas. À mon avis, pas. Et pour tous les arguments que j'ai mentionnés avant. Donc, j'utilise énormément de gammes athlétiques qui, pour moi, sont la version, on va dire, l'équivalent des échelles d'agilité dans un contexte qui aura beaucoup plus de transfert à la course et au sprint, parce qu'on reste dans un environnement ouvert, les gars ils placent leurs pieds où ils veulent. Encore une fois, on fait des exercices pour qu'ils apprennent à coordonner leurs mouvements des membres du bas du corps, haut du corps, les bras, etc. Donc on peut travailler tout ce qu'on peut travailler avec une échelle, on peut le travailler sans, et en général beaucoup mieux. Donc non, moi je n'utilise pas les échelles. Mais voilà, encore une fois, si peut-être qu'il y a d'autres arguments que j'ai pas assez bien compris. Donc, s'il y a certaines personnes qui pensent avoir une réflexion un petit peu plus poussée sur les échelles et qui peuvent me dire non, pour ces raisons-là, l'échelle est supérieure à, par exemple, des gammes athlétiques, je veux bien l'entendre. Pour l'instant, je l'ai pas encore entendu. Et encore une fois,
c'est vraiment juste pour pousser un peu la réflexion et aller plus loin que faut qu'on bouge nos pieds vachement rapidement et puis Bien ouais, sûr, mais hein. regarde ce que les mecs ils font en foot US, ils bougent leurs pieds vachement vite, puis c'est vachement cool à voir en vidéo. Mais pour moi, c'est pas un argument qui tient la route quand on parle d'essayer d'améliorer les performances de nos athlètes. Ouais, c'est toujours se poser la question, comme tu dis, de pourquoi on fait tel exo, quoi. Pourquoi on fait ça? Est-ce C'est que c'est ça. parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde l'a fait depuis 10 ans, 15 ans, que les Mm. échelles GT sont arrivées avec tel sport, qu'un athlète a été très fort dessus et du coup, ça a été mondialisé, je ne sais pas. Parce que Ronaldo le fait pendant le confinement, quand tu as un truc comme ça, quoi. Mais ça, c'est des trucs que ouais, beaucoup d'athlètes ne pensent pas. Alors, Et trop. Vas-y, vas-y, après, vas-y. ouais, tu as mentionné Ronaldo et les échelles. Il y a un aspect culturel aussi. J'avais parlé avec un ami à moi qui était prépa à Grenoble, dans l'équipe de rugby à Grenoble, et il me disait, lui, il utilisait les échelles pour certains joueurs qui avaient grandi et qui avaient appris à utiliser les échelles quand ils étaient plus jeunes, et c'est simplement un outil qui leur plaisait, et ils aimaient faire ça, et donc ils continuaient à le faire. Après, est-ce que ça avait un transfert sur leur sprint et sur leur travail de déplacement, etc. À mon avis, pas, ou en tout cas pas autant qu'ils auraient pu le faire avec un autre moyen d'entraînement. Ça les rassurer, quoi. Mais si ça leur fait, ben, écoute, oui. Et au final, il faut toujours penser il faut penser à cet aspect aussi. Ouais. Si tes athlètes ils sont pas engagés dans ce que tu leur proposes, eh ben tu vas les perdre. Et là, ce sera beaucoup plus délétère ou négatif que si tu arrives à les garder engagés. Donc, si il y a une culture dans le club d'échelle, par exemple, et qu'ils ont toujours fait des échelles et qu'ils pensent que c'est le truc le plus important, ben honnêtement, si j'arrivais dans un club comme ça, je commencerais certainement avec des échelles. Et après, j'essaierai de gentiment faire la transition vers quelque chose que, à mon avis, est plus efficace et plus efficient pour leur préparation, et essayer de leur montrer les différences et essayer de voir si eux, ils réalisent par eux-mêmes le fait que, ben ça, en fait, ça marche mieux que les échelles que j'utilisais avant. Peut-être qu'ils utilisent des échelles parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Tu vois. Et donc, quand tu n'as aucun autre point de référence, bien sûr, l'échelle, ça va être le meilleur outil. Parce que est-ce que ça t'a passé de 0 à 10? Alors, si tu étais à 0 et que tu es passé à 10 grâce à l'échelle, tu vas dire, les échelles, ça marche. Bien sûr, ça marche. Mais est-ce que tu aurais pu passer de 0 à 30 ou 0 à 40 avec d'autres méthodes d'entraînement? À mon avis, oui. Et je pense que c'est là où la conversation, elle doit se passer. En fait, il y a beaucoup d'exofaits ou d'accessoires qui sont utilisés qui, ouais, pour moi, sont plus là pour paraître cool, tu vois. Les On a parachutes, demandé. par exemple. On en parlera après, ouais, parce que c'est vrai que alors, en fait, j'ai jamais testé les parachutes, donc moi, je peux pas trop m'avancer, tu vois. J'aime pas trop parler de ce que je connais pas trop, en fait, en général. C'est pour ça que je te disais le sprint, je suis content d'avoir fait ouais, 2 semaines de stage avec mon pote parce que ça me permet vraiment de comprendre un peu plus le truc, parce que sinon, franchement, j'aurais jamais pu comprendre le sprint s'il l'avait pas fait. Enfin, c'est ma vision des choses. Mais ouais, non, j'avais parlé de ça avec Kevin, qui est un peu à toi, qui t'a fait le podcast. Mais on parlait des bossus aussi, par exemple, tu vois, qu'on utilise beaucoup et qu'au foot, je ne sais pas combien de footballeurs utilisent des bossus en permanence, ou même, tu sais, ils font des petits sauts, ils font comme ça, et tac, réception sur une jambe. Et moi, je l'ai fait, hein, on l'a tous fait, je pense. On a tous fait à un moment donné, parce que c'est des trucs qui sont arrivés, c'est cool, etc. Mais au final, ouais, comme je disais avec Kevin, la surface d'un bossu, ça n'a rien à voir avec la surface d'un terrain, même un terrain de foot qui est dégueulasse, où la pelouse, elle est complètement dégueulasse. La pelouse, elle est dégueulasse, et ta cheville, enfin, c'est pas du tout dans une surface demi-globe qui serait comme un bossu, quoi. Et ouais, donc on utilise beaucoup d'accessoires comme ça sans vraiment réfléchir derrière, je pense. Et tu vois, moi, par exemple, je sais pas si c'est comme ça au rugby, parce que le rugby, c'est un sport tu gardes la balle à la main. Mais je vois ça aussi au foot, et j'ai commencé vraiment à me poser cette question dernièrement, parce que sur Instagram, on voit tout le temps ça. Tous les exos qui sont faits à base de cônes avec ballon. Donc en fait, tous les exos, les drills, de technique, où le joueur, en fait, il va faire des slaloms avec le ballon, etc. Et moi, un peu comme les échelles, quand je regarde ça, à chaque fois, je me dis, mais c'est cool, tu vois. En fait, ça peut être intéressant. Comme tous les exos qu'on disait, comme tout, ça peut avoir une utilité. Comme l'échelle d'agilité peut avoir une utilité. Mais qu'en fait, quand tu regardes un match de foot, la conduite de balle qu'a un joueur de foot sur un terrain de foot, ou les appuis qu'il a, etc. Et quand tu regardes les exos que la plupart des gens font avec les cônes, les slaloms, etc., je vois pas beaucoup de liens, en fait. Pour moi, ça n'a pas vraiment un intérêt plus que ça. Alors pour moi, c'est un intérêt que ça peut être super utile quand tu retouches le ballon, quand en phase de reprise, en rééducation, etc. encore. Mais que faire comme ça des exercices tout le temps, ça, pour moi, il n'y a aucun lien avec le match. Tu vois.
Quand tu regardes un match, quand tu observes Neymar ou des joueurs comme ça, pour moi, ils sont aussi très forts parce qu'ils sont imprévisibles dans leurs appuis, dans le changement de direction, etc. Et tous ces exos de cône, etc., pour moi, c'est des exos qui sont, comme je disais tout à l'heure, très robotiques. Et donc, pour moi, c'est pas du tout un game-like situation, quoi. Je trouve qu'on le fait souvent parce que tout le monde le fait, parce que Instagram, on voit ça partout. Mais qu'en fait, comme tu dis derrière, on ne réfléchit pas vraiment à l'intention derrière. Moi, je me dis toujours, c'est super de garder la balle, faire un slalom pendant, je sais pas, des fois c'est 10-15 secondes de slalom, tu vois, mais sur un terrain de foot, sur un match de foot, quand tu regardes les pros, déjà, les joueurs qui gardent le ballon aussi longtemps, à part les Neymar, etc., il n'y en a pas beaucoup, parce que souvent, tu dois la lâcher vite. Et même les Neymar, etc., encore une fois, ils vont pas, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je sais pas si tu penses pareil au rugby, parce que le rugby, ça n'a rien à voir avec le foot pour ça. Mais ouais, c'est pour dire que pour moi, il y a beaucoup d'exos comme ça qui sont faits sans vraiment se poser ce genre de questions. Tu vois. Ouais, alors je pense que c'est une bonne réflexion. Est-ce qu'il y a potentiellement une utilité des cônes en termes d'imposer une contrainte aux joueurs au départ quand ils apprennent à utiliser leurs pieds et à naviguer avec un ballon? Quand ils Comme apprennent, tu as dit, ouais. je pense que ça, tu pourrais utiliser cet argument-là et ce serait valide. Après, encore une fois, comme tu l'as dit, et c'est un argument que j'ai pas mentionné avant avec les échelles, mais c'est tes yeux, ils sont où quand tu es sur l'échelle? Tes yeux, ils sont où quand tu dois passer entre les cônes? Ils sont au sol. Et quand tu es sur un terrain, tu veux pas tu veux pas regarder tes pieds. Tu veux pas regarder où tu dois passer le ballon. Le ballon, il doit être accroché à ton pied et tu dois pouvoir regarder ce qui se passe autour de toi pour prendre la bonne décision, pour faire ta passe ou pour prendre l'intervalle ou pour faire un changement de direction. Et donc, encore une fois, c'est un outil de travail, c'est cône, avec un ballon, notamment comme tu parlais du slalom de manière spécifique. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on pourrait mettre en place qui pourraient promouvoir une meilleure conduite de balle sans pour autant forcer l'athlète ou le joueur à regarder ses pieds tout le long de l'exercice? Je pense que c'est faisable. En tant que coach, c'est à nous de trouver les ressources et les exercices qui vont mettre nos joueurs dans les meilleures positions possibles pour développer les compétences qui vont ensuite leur servir en match. Donc, par exemple, pour moi, ce qui serait super intéressant si je travaille avec des footballeurs, ce serait déjà, leur apprendre à courir leur apprendre à courir correctement en termes de sprint. Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent le faire avec un ballon au pied? Est-ce qu'ils peuvent répliquer un 30 mètres de sprint, départ arrêté ou départ lancé, c'est égal, avec un ballon au pied et maîtriser leur course et apprendre à coordonner, comme je te dis, j'ai vu Mbappé faire, qui était assez impressionnant. Et pour moi, ça va avoir beaucoup plus d'utilité que de regarder au sol et de faire des tout petits mouvements à gauche, à droite avec une balle. Mais encore une fois, j'ai moins de connaissances au niveau de la préparation, au niveau du foot, donc je ne veux pas non plus me prononcer trop complètement là-dessus. À mon avis, ce que tu as mentionné, les zigzags avec les cônes, avec un ballon au pied, c'est peut-être, si on prend l'échelle de tout à l'heure de 0 à 100, si l'échelle d'agilité était à 10, peut-être que les cônes avec le ballon au pied, c'est peut-être un 20, peut-être un 25, peut-être un petit peu plus. Par contre, c'est certainement pas la seule chose qu'il faut travailler et il faut très très rapidement se diriger vers un environnement. Une fois que la personne sait maîtriser le ballon au pied, il faut très très vite se diriger vers des environnements qui sont un peu plus ouverts et qui vont encore une fois répliquer les patrons moteurs, on va dire, de course qui se retrouvent en match, qui sont notamment du sprint, du changement de direction. Ouais, Et en gros, des situations, quoi. Faire comme si c'était. Parce que je t'ai dit, moi, ce qui me gêne en fait avec les cônes, c'est un peu c'est ça. ça. C'est qu'en fait, c'est pas du tout. C'est pas, pour moi, il n'y a aucun lien de. Tu ne retrouveras jamais ça en match, en fait. Et je trouve qu'un joueur de foot amateur, parce qu'en fait, c'est souvent pour moi les amateurs. Hein, je pense pas que les professionnels passent beaucoup de temps à faire ça, mais c'est souvent les amateurs, tu sais, les ados, les 18 ans, etc., qui veulent atteindre un certain niveau, qui, pour moi, perdent du temps à faire ça. Parce que souvent, en fait, quand tu fais ça, euh, on sait le faire, en fait. Moi, si tu me fous une échelle ou tu me fous un ballon avec un slalom, je vais pouvoir faire le slalom. En fait. Donc, je vais vraiment pas en tirer grand-chose. Par contre, et je pense que c'est beaucoup plus productif de diriger vers des exos du type ouais, contrôler la balle, mais vraiment tous ces exos basiques et qui t'apporteront beaucoup plus. Quoi. Contrôle orienté, contrôler le ballon, travail, je sais pas, pied gauche, etc., que de faire des trucs en fait, que tu pourras pas en match. Pour moi, c'est plus Ouais. ça, c'est plus une perte de temps que je trouve beaucoup de footballeurs jeunes footballeurs font
et qui est dommage, quoi. Parce qu'en fait, ils savent déjà le faire, en fait. C'est ça aussi, Ouais. c'est que souvent, on va faire ce qu'on sait déjà faire, souvent. Et c'est vrai que quand tu arrives normalement, si à 15-16 ans, normalement, si tu es un bon footballeur qui joue à un bon niveau, tu sais faire un slalom avec ton ballon, quoi. Ouais. Ou alors, malheureusement, il faudra peut-être pousser à faire un e-sport. Alors peut-être que tu pourras aller encore plus vite, etc. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'aller plus vite, forcément? Je vois pas trop Ouais. de... Je pense que dans ce contexte-là, deux exercices qui me viennent en tête, juste, et je pense qu'il y en aura il y a certainement des meilleurs exercices que ça, parce que encore une fois, je fais pas ça spécifiquement pour le foot, mais tu prends un carré de 3 sur 3 peut-être, et tu mets un joueur dedans et ils doivent se déplacer avec ce ballon de manière dynamique dans le carré pendant un certain intervalle de temps. Après ça, tu progresses, tu rajoutes un défenseur on va dire un défenseur vu que le porteur de balle c'est l'attaquant. Et maintenant, le porteur de balle doit éviter de se faire piquer la balle, toujours en restant dans ce périmètre-là. Et tu commences avec un petit périmètre, ou alors tu commences avec un périmètre moyen et tu peux rapetisser le périmètre, réduire le périmètre pour rendre l'exercice plus difficile, dans le sens où il y a moins d'espace pour bouger. Et là, tu dois essayer de te défaire du défenseur, de constamment bouger, tout en étant contraint ou restreint par le cadre dans lequel tu te trouves au niveau de la boîte qu'on a mis en place avec les cônes et dont tu peux pas sortir. Après, pour progresser ça, tu mettrais peut-être un ou deux joueurs à l'extérieur, sur des côtés différents du carré, on va dire. Et à l'issue des 5 secondes ou des 10 secondes que le joueur doit passer dans la boîte à essayer de ne pas se faire piquer la balle, il doit faire la passe au joueur qui l'appelle. Donc là, on commence à se rapprocher des situations de match. Et tu peux faire ça. Je dirais qu'on parle d'un environnement qui est un petit peu plus serré, on va dire, en termes de configuration sur le terrain. Tu peux utiliser la même progression avec un espace qui est beaucoup plus large, où là, on veut que la personne soit lancée en course. Alors, encore une fois, on en reviendrait à d'abord, tu apprends à courir sans le ballon. Après, tu apprends à courir avec le ballon dans une ligne droite. Après, tu apprends à courir avec le ballon avec peut-être en S sur ton sprint, comme ça. Et après, ce que tu fais, c'est que tu commences à introduire un défenseur dans cette zone. Et maintenant, tu dois passer le joueur à vitesse avec le ballon au pied, tout en maîtrisant ta course et ton ballon. Et là, c'est des exercices qui commencent à devenir beaucoup plus intéressants que de faire un slalom autour de cône. Et autant dans le contexte qui est un peu plus cadre fermé et cadre ouvert, là, tu as déjà des choses qui ressemblent beaucoup plus au foot et tu as des paliers de progression qui vont te permettre de très très rapidement te retrouver dans des situations de match. Ouais, ce que je pense aussi, c'est qui est super important, c'est si on utilise des cônes, par exemple, pas de problème, mais d'essayer d'imaginer que le cône, c'est un vrai défenseur, quoi. Parce qu'en fait, souvent, justement, quand on voit des footballeurs faire ce genre de tricks un peu tout seul, ils les font, mais en fait, vu que le cône, bah, c'est un cône, on n'arrive pas à se mettre à imaginer que c'est un défenseur, qu'en fait, si c'est une vraie personne, il prend la balle. Moi, c'est ce que j'essaie de partager un peu avec les gens qui entraînent, c'est que, bah, imagine que je te fais une passe contrôle orientée, par exemple, et je veux que tu imagines que derrière toi, tu as un défenseur, quoi. Et que si jamais tu te fais la passe et que tu ne bouges pas ton corps d'une façon à ce que le défenseur sera éliminé, j'en ai rien à foutre, en fait, que ton contrôle soit bien fait, parce que dans un vrai match, le défenseur peut prendre la balle, quoi. Et je pense que c'est aussi le truc que peut-être certains joueurs n'arrivent pas à faire, c'est vraiment se mettre dans la peau, que derrière eux, c'est un vrai défenseur et qu'ils sont en plein match. Donc en gros, c'est encore une fois s'entraîner pour, euh, pour, euh, pour être prêt pour le match. Pas juste, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais dans ce contexte-là, à mon avis, il faut introduire des vrais défenseurs. Ah, bien Parce sûr, bien que sûr. Moi, je parle. tu peux imaginer toute la journée, tu peux imaginer que tu es sur un grand terrain, qu'il y a 14 mecs de ton côté, 15 de l'autre, et tu joues tout seul sur ton terrain en imaginant qu'il y a des adversaires. Non, mais tu peux le faire, ou en plaçant des cônes au sol et en disant ça, c'est des joueurs. Mais au final, tu commences dans un environnement qui est simple, tu bouges lentement et tu progresses gentiment vers des situations qui sont plus complexes, qui Bien sûr. sont plus rapides. Et encore une fois, et tu as commencé à introduire des vrais joueurs pour qu'il y ait cet aspect-là, parce qu'encore une fois, tu pourras jamais te préparer à faire face à un défenseur, un vrai défenseur, en travaillant avec un cône devant toi. Ouais, mais moi qui ai une blessure au genou assez importante, enfin des blessures au genou, comme tu l'as expliqué, bah, justement pour ma rééducation, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que je suis en train de continuer à faire. C'est qu'au début, c'était juste un cône. Et puis petit à petit, là, j'ai un ami à moi que j'utilise pour me bouger, tu vois, avec les côtes, par exemple, pour progresser. Et petit à petit, dans quelques semaines, là, j'intègre une équipe, et ensuite un match, etc. Mais
évidemment, bien sûr, évidemment, je te suis dans ça, c'est que le coach ne remplacera jamais le joueur et qu'à un moment donné, il faut aussi il faut, il faut faire ce que tu vas retrouver en match. C'est pas la logique. Mm. Mais c'est pour ça que c'est pour moi une perte de temps, ce que du coup, ils peuvent faire individuellement et c'est dommage. Moi, il y a un sujet que je voulais apporter avec toi, parce que vu que tu es strength and conditioning coach et que c'est vraiment ton domaine, celui-là, qu'est-ce que tu penses du coup de tous les footballeurs qui font beaucoup d'exos type deadlift, bench press, squats ouais, alors ça a une utilité, hein, pour moi ça peut être super intéressant, mais qui les font peut-être trop ou peut-être sans avoir vraiment la connaissance. D'ailleurs, tu disais par exemple, l'intention est bonne, mais pas la répétition derrière. Donc, par exemple, un joueur de foot, on va lui dire qu'il doit avoir des jambes super fortes et musclées, donc c'est qu'il ferait du squat. Tu vois. Le raccourci, pour moi, il est rapide. Ça ne serait pas vraiment comme ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tous ces footballeurs qui font ce genre de trucs? Et en plus, tu disais tout à l'heure tu expliquais tout à l'heure que sur un sprint, c'est 4-5 fois la force que tu produis à chaque pas, et ça n'a rien à voir avec un squat. Et donc, est-ce que ça a vraiment, au final, une utilité importante pour les sports comme le football, quand certains footballeurs font des squats ou des trucs à poids lourd, même si lourd c'est subjectif, dépendant de la personne. Je pense que ça, c'est bénéfique jusqu'à un certain seuil. Je pense que rien qu'au niveau structurel, au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, des articulations, des os même, tout ça va être impacté de manière positive par du renforcement musculaire. Donc par des squats, des deadlifts, des bench press, des tractions, etc. Toutes ces choses-là vont faire que la robustesse même de l'athlète est plus élevée, et donc ça va être bénéfique pour non seulement le potentiel sur le terrain, mais la longévité aussi. Donc, à mon avis, oui, c'est important d'inclure du renforcement musculaire, peu importe le sport dans lequel on évolue, pour essayer de renforcer toutes ces structures et, encore une fois, prévenir potentiellement certaines blessures et aussi améliorer notre longévité sur le terrain. Après, il y a un seuil au-delà duquel les exercices de renforcement de base auront aucun transfert sur les compétences sur le terrain. On le voit notamment en sprint, si on prend des débutants, ils sont débutants en sprint et ils sont débutants en renforcement musculaire, tu leur fais un programme de renforcement, boum, ils courent plus vite. Donc, il y a un transfert. Par contre, si tu regardes à très très haut niveau, il y a un transfert qui est négatif. Si tu prends des sprinteurs de haut niveau et que tu leur donnes trop de renforcement musculaire, eh ben, devine quoi, leur temps, ils descendent. C'est marrant parce que leur temps, ils augmentent, donc ils vont moins vite. donc, du coup, mon ami avec qui j'ai fait ce stage de sprint, lui, donc, sa méthode, il a l'INSEP, hein, donc son coach, lui, il est très, ce qu'il m'expliquait, il est très dans le entraînement vraiment soulevé lourd, etc. Mais apparemment, ça marche beaucoup. C'est le coach qui avait entraîné Jimmy Vico, etc. Donc apparemment, ça a vraiment des gros résultats. Mais moi, quand je parlais avec lui, je me posais toujours la question si effectivement ça avait l'utilité à ce point-là. Parce que, tu vois, là, par exemple, on en parlait, ça a fait il n'y a pas longtemps, il était en surentraînement, il a dû faire une pause. Mais c'est qu'à un moment donné, je me dis toujours, est-ce que ça a vraiment un intérêt de soulever aussi lourd et aussi souvent pour en fait le sprint? Parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment un réel transfert? Alors, il y aura un transfert, comme tu disais, mais à un moment donné, tu atteins tellement un tel niveau que moi, je pense toujours que ça se joue sur les détails. Et mon pote qui fait peut-être 10 secondes 12, je pense que c'est son record personnel, je me dis toujours, est-ce que ça va avoir un transfert maintenant qu'il a atteint ce niveau est-ce que ça va vraiment faire une énorme différence ou pas? Parce qu'il s'entraîne, en fait, il faisait les mêmes exos que Jimmy Vico, etc. au final. Et moi, la question que je me posais, c'est pourquoi Jimmy Vico, il arrive à courir à 9,85 et que mon pote est toujours bloqué à 10,12. C'est quelque chose qui est pas réfléchi là-dedans. Et c'est là où, encore une fois, peut-être que on ne pense pas trop à l'individuel, on pense plus au collectif et à suivre les protocoles, comme tu disais. Mais oui, comme un footballeur, c'est vrai que c'est ce que je disais. Des fois, un footballeur, à un moment donné, à quel moment soulever tel poids, ça servira pour rien. J'en avais parlé avec un prof à l'université quand je faisais des études de sport et éducation. On parlait de la tension,
comment mettre de la tension à la chaîne costard, etc. Tu vois. Et il me disait, il me parlait du squat, il me disait, si tu fais un squat à 300 kg, tu auras beaucoup plus de tension que sur celui-là. Mais moi, l'exo que je lui montrais, c'était plus un exo en fait, qui était plus transférable pour le foot, qui avait quand même de la tension, une énorme tension sur les fessiers. Et en fait, quand il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, ouais, évidemment, si tu lèves 300 kg si tu lèves une charge de 300 kg, bah forcément, tu vas développer plus de force en fait sur la chaîne postérieure. Mais après, quand tu seras sur le terrain, à quoi ça te sert en fait de soulever 300 kg? Est-ce que ça a vraiment un impact dans ton changement de direction? Est-ce que le gars qui soulève 300 kg, il va changer de direction plus rapidement, il sera plus fort que le gars qui soulève plus 80, mais qui saura utiliser son corps d'une meilleure façon, tu vois. Mhm. Moi, c'est une question Ouais, que je me posais. je pense qu'il y a, encore une fois, il y a un seuil et je vais peut-être, les chiffres que je vais donner, c'est des chiffres qui sont arbitraires parce que j'ai pas réfléchi, je viens d'y réfléchir là sur le moment, donc il peut y avoir un peu plus de réflexion dessus, donc s'il y a des commentaires là-dessus, plus que bienvenus. Mais par exemple, je pense que pour un joueur de foot, pour le rugby, ce serait plus haut, notamment dû aux impacts et le fait que tu vas être un petit peu plus robuste. Mais pour un joueur de foot, je pense que si tu peux déjà squatter ton propre poids de corps, peut-être ton poids de corps, peut-être un poil plus, et après faire un deadlift avec 1,2, 1,3 fois ton poids de corps, faire un bench press avec peut-être 75%, 80% de ton poids de corps. Ça, c'est peut-être tout des barèmes de base, des minimaux, on va dire, que tu veux. Et si tu es en dessous, eh ben, c'est clair que tes performances vont certainement pêcher à cause de ça. Par exemple, sur une accélération, on sait que sur le premier appui et les 2-3 premiers appuis, c'est là où la force absolue a le plus de transfert. Parce que, encore une fois, les contacts au sol sont un petit peu plus longs que dans un sprint à haute vitesse. Et donc, tu vas avoir plus de temps pour générer la force, appliquer la force. Et donc là, il y a plus de transfert. Donc, si tu es très, très élastique et très, très rapide, mais que tu n'as aucune force dans le bas du corps, tu vas avoir beaucoup de peine à partir d'une position basse ou si tu te relèves du sol, à partir en accélération parce que justement, tu n'auras pas cette force-là qui est nécessaire. Mais encore une fois, au-delà d'un certain seuil, ça va plus servir à grand chose et ça va potentiellement amener plus de risques pour les blessures parce qu'on sait que plus on va lourd, ben, plus il y a de risques de se blesser, même si voilà, c'est encore très très bas comme je pense qu'il y a moins de gens qui se blessent en faisant des squats et des deadlifts lourds qu'il y a des gens qui se blessent, par exemple, en jouant en foot, en se faisant une cheville ou des choses comme ça, ou des ischios. C'est tout D'ailleurs, relatif. moi je te coupe juste là-dessus, mais c'est intéressant Vas-y, parce que vas-y. c'est vrai qu'on pense souvent que la muscu, etc., tu vas te blesser avec, parce que beaucoup de gens se blessent comme ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte que jouer au foot ou faire des sports comme ça, mais sur le corps, c'est beaucoup plus traumatisant en soi. Ouais, C'est ouais, c'est clair. marrant. Oh, Et tu parlais. excuse-moi, c'est juste pour te couper, c'est juste pour faire cette petite réflexion. Non, il n'y a pas de souci. Et on parlait des sprinters avant. Il y a Ben Johnson à l'époque qui squattait des centaines de kilos. Bon, c'était des quarts de squat, c'était pas des squats complets, mais il squattait des trois. Si je me trompe pas, c'était autour de 300 kilos. Et c'est un gars qui courait très très vite. Et après, tu as des gars comme Christophe Lemaître qui, il y a quelques années, sont apparus bon, ça fait quelques années maintenant, mais qui sont apparus sur la scène internationale, qui courent en dessous de 10 secondes et qui n'arrivent pas à faire un arraché avec 70 kilos. Et en fait, c'est juste pas la façon dont il est construit. Il est extrêmement élastique. Il arrive à appliquer sa force dans des temps de contact qui sont très, très, très courts, surtout à haute vitesse. Et d'après ce que j'ai compris, suivant ses débuts prometteurs, ils ont fait énormément de travail de renforcement avec lui parce qu'ils ont dit il est trop faible, il faut qu'il soit plus fort et donc il ira plus vite. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. Il s'est pas beaucoup. S'il s'est amélioré, il s'est pas beaucoup amélioré. Et plus qu'autre chose, il a ralenti et ça a eu un impact négatif sur ses performances simplement parce que lui, au niveau physiologique, au niveau anatomique, c'est pas comme ça qu'il fonctionnait. Et donc, il était tout dans l'élastique et dans le réactif et de rajouter des charges et de rajouter de la masse musculaire qui a un coût énorme pour les sprinteurs parce qu'il faut la déplacer, cette masse musculaire. Et ben, le résultat était négatif. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut toujours faire la part des choses en termes de transfert. Mais pour un joueur, même amateur de foot, faire du renforcement, peut-être même une fois, deux fois par semaine,
corps complet, squat, deadlift, bench press, traction, des choses très très simples. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un back squat avec une barre. Tu peux très bien faire des exos en fente, par exemple, ou en split squat, où tu t'engages une jambe à la fois. On peut dire, ouais, il y a plus de transfert parce qu'une jambe à la fois. Donc, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ces arguments de transfert quand on parle de force pure. Par contre, il faut penser à l'aspect structurel et à la robustesse des joueurs. Et là, c'est clair que ça a un bénéfice jusqu'à un certain point. Et par contre, il faut quand même que les footballeurs, faut quand même pas augmenter, pas forcément, mais il faut quand même à chaque fois que ça soit que tu ailles vers une progression. Parce qu'il y a énormément de joueurs ou d'athlètes, mais je pense surtout footballeurs en particulier, mais souvent, depuis 10 ans, ils font toujours les mêmes choses. Et à un moment donné, quel est l'intérêt? C'est ça que je dis. Pour moi, enfin, c'est qu'à un moment donné, Alors, tu restes dans le maintien, quoi. Alors, mais je pense qu'à un moment donné, il faut rester dans le maintien quand on parle de force. Tu peux pas constamment pousser parce qu'encore une fois, quand tu arrives à un certain niveau, disons que tu arrives à squatter, disons que tu as un footballeur qui squatte une fois et demi son poids de corps. OK? Ouais. Il fait 80 kilos, il arrive à squatter 120 kilos. C'est conséquent comme ça, comme charge déjà. Est-ce que le temps que ça va lui prendre pour passer de 120 à 130 kilos, c'est du temps qu'il aurait pu passer à améliorer ses skills sur le terrain, améliorer son contrôle de balle, parce que en fin de compte, c'est toujours ça. Ouais, bien sûr. On peut tout travailler jusqu'à l'extrême. Mais après, à quel point est-ce que ça t'apporte quelque chose sur le terrain? Ça, c'est la vraie question. Donc, à un moment donné, oui, je pense que tu arrives à un certain seuil, tu dois maintenir ta force. Par contre, après, ce que tu peux continuer à développer, c'est la vitesse à laquelle tu appliques la force. Donc, on parle plus de travail de puissance. Et là, c'est des choses que tu peux continuer à pousser très, très loin, surtout dans les sports explosifs comme le foot et le rugby. Et ça va avoir un transfert qui est définitivement plus certain que de continuer à pousser ton squat, et même pour gagner 5 ou 10 kilos. Je pensais plus en fait à tous les joueurs qui font tout le temps des pompes, etc. Tu vois. À un moment donné, c'est ça. Arrête. C'est comme ça que je vois les choses. C'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Ouais, donc tu parles de pompe, donc on parle de force de haut du corps. Déjà, les pompes, c'est pas un exercice qui est très très difficile. Une fois que tu as fait du travail de renforcement, tu peux faire 20, 30, 40, 50 pompes. Ça a plus grand chose comme effet. Donc, est-ce que faire des pompes à longueur de journée plutôt que d'aller te faire une ou deux bonnes séances de développé couché par semaine, est-ce que c'est plus bénéfique ou pas? Encore une fois, faut faire le pour et le contre. Après, si le joueur me dit, moi j'adore faire des pompes, j'aime bien en faire tous les jours, vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'encore une fois, cet aspect d'engagement et de parti pris dans le processus d'entraînement, il est tout aussi important que le programme en lui-même. Et si l'athlète il se fait chier à faire le programme qu'on lui a donné, eh ben il va pas le continuer très longtemps. Et donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc si simplement parce qu'ils aiment bien faire quelque chose, ils veulent le faire, tant que c'est pas délétère sur leur performance, ils peuvent faire. C'est quoi ton avis toi, sur l'haltérophilie au football? On voit aussi ça parfois des footballeurs qui font des snatchs, ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? J'ai vu une vidéo du préparateur physique de l'équipe de France féminine il y a quelques années qui faisait faire de l'haltéro à ces choses. Alors, c'était pas d'haltéro c'était pas 60 kg sur la barre, hein. C'était plus de l'explosivité, mais même juste le mouvement de l'haltéro. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour un footballeur, il y a un intérêt ou pas? Je pense que c'est la même conclusion pour moi qu'avec l'échelle. L'intention est juste, le choix de l'exercice ne l'est pas. Est-ce qu'on veut développer de la puissance dans nos athlètes? Absolument. Est-ce que l'haltérophilie, c'est un des moyens de développer la puissance? Absolument. Est-ce que c'est le moyen le plus efficace, le plus efficient, qui a le moins de coûts au niveau temporel de tous les exercices qu'on pourrait choisir? Absolument pas. C'est le pire en fait. C'est le pire choix possible si on parle de temps parce que et je te dis, j'ai fait de la compète pendant 2 ans, donc je me permets de m'exprimer et je pense savoir à peu près de quoi je parle. La compétence technique qu'il faut pour exécuter les levées d'haltérophilie, elle est énorme. Et le temps que ça prend pour développer ces compétences techniques, c'est des dizaines, des centaines d'heures si tu veux vraiment le faire correctement. Et donc, pour vraiment tirer profit des mouvements d'haltérophilie, il faut avoir déjà des compétences techniques en haltérophilie qui sont solides.
Sinon, tu fais quoi? Tu passes des séances à faire du travail avec une barre vide ou même avec un morceau en bois pour leur apprendre le mouvement, alors que tu aurais pu leur mettre une trap barre dans les mains et ils auraient pu faire des squats sautés dès la troisième minute bien sûr avec un échauffement, mais avec aucune contrainte technique qui serait similaire au mouvement d'haltérophilie. Après, si tu as des joueurs qui sont déjà compétents dans les mouvements d'haltérophilie, est-ce que tu peux utiliser des portions des mouvements d'haltérophilie? Je pense nécessairement à un clean pull depuis les blocs, par exemple. Donc, tu pars, disons, de juste en dessous du genou ou juste au-dessus du genou et tu finis pas en essayant de te remettre sous la barre, mais tu finis ton tirage vers le haut. Ça, c'est donc tu prends en gros un segment du mouvement complet. Est-ce que utiliser quelque chose comme ça avec un joueur ou un athlète qui a déjà des compétences techniques dans le mouvement, est-ce que ça peut être bénéfique et une bonne utilisation du temps? Oui, je pense. Est-ce que tu peux, encore une fois, faire pareil avec des mouvements beaucoup plus simples à apprendre? Tu peux. Alors, comment est-ce que tu justifies utiliser le mouvement qui te prend le plus de temps à apprendre, qui a aussi plus de potentiel pour se blesser, surtout si tu fais les mouvements complets au niveau épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. À mon avis, c'est très très difficile de justifier son utilisation quand tu compares à d'autres mouvements. Et en général, ce qu'on retrouve, c'est des coachs qui aiment coacher ça, qui aiment les mouvements d'haltérophilie et donc qui imposent ça sur leurs joueurs ou leurs joueuses. Rien que du fait qu'ils aiment le truc en lui-même. L'haltérophilie, pour moi, c'est un sport qui est magnifique. Maintenant, je l'apprécie du fait que je l'ai pratiqué pendant plusieurs années. Et donc, je vais regarder des compètes d'haltérophilie et je vais apprécier les années de travail qu'il y a eu pour arriver à ces niveaux-là. Par contre, je me mens pas à moi-même et je vais pas dire juste parce que moi j'aime l'haltéro, il faut que mes joueurs ils fassent de l'haltéro. Ça, je pense que c'est une réflexion Ça arrive beaucoup, ça. qui est pas bonne et qui est presque dangereuse en tant que coach. Et on doit se défaire. Et je suis le premier à être biaisé sur mes avis, etc. Mais quand on parle de programmation pour nos athlètes, on doit déterminer dans quel sport ils font de la compète et après il faut les préparer pour le sport et il faut pas commencer à mettre nos propres biais en tant que coach et dire moi j'aime bien faire ça donc mes athlètes ils vont faire ça. Pour moi c'est pas une réflexion qui est juste. Et puis, comme Kevin expliquait, pour ce genre de tout ce qui est haltérophilie, il faut avoir des prérequis. Et que la plupart des footballeurs, comme tu disais, vu que ça demande énormément de temps, ils n'ont pas le temps de s'attarder sur ça parce que c'est pas du tout une priorité. C'est ça. Donc, effectivement. Et donc là, tu parlais juste de programmation juste avant. Moi, il y a une question qui est pour moi super intéressante pour les footballeurs, c'est comment tu organiserais une semaine d'entraînement pour un joueur qui joue par exemple un match le week-end. Donc, on ne parle pas des joueurs qui jouent 2 matchs par semaine, etc. Mais pour les joueurs qui, en moyenne, jouent un match le week-end, plus 2-3 entraînements par semaine. C'est quand même compliqué pour un footballeur on ne sait pas vraiment comment organiser, comment travailler dans ces conditions. Alors, parce que le match va entraîner une fatigue, il faut récupérer la fatigue. Les entraînements, si tu as un entraînement le mardi, tu ne veux peut-être pas forcément le lundi faire une séance qui peut te tuer pour le mardi. Donc, comment tu organiserais ça? C'est assez compliqué, je trouve que c'est un truc qui est assez compliqué. Les jeunes footballeurs peut-être ne savent pas vraiment comment organiser. Ce que je fais avec donc là, pour donner un peu de contexte, les joueurs avec qui je travaille, on joue une fois le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, et on s'entraîne mardi, jeudi. Donc, je vais prendre ça comme cadre de base, vu que je pense que certains footballeurs auront les paramètres à peu près équivalents. Ce que j'aime bien utiliser, alors après c'est toujours dans l'idéal, parce que c'est rarement idéal et on a rarement tout le temps qu'on veut pour s'entraîner, mais dans l'idéal, j'aime bien utiliser une structure dite polarisée. Donc, on va avoir des jours qu'on qualifie de haute intensité et on va avoir des jours qu'on qualifie de basse intensité. On va pas avoir 2 jours de haute intensité à la suite. Donc, pour moi, les jours de haute intensité vont être donnés par le sport. Parce que, en tant que préparateur physique, moi, j'ai pas le contrôle nécessairement sur à part là, par exemple, en pré-saison où c'est moi qui gère l'entraînement parce qu'on fait essentiellement du physique. Je vais pas avoir d'emprise sur la structure de l'entraînement, sur l'intensité de l'entraînement, et donc je vais pas pouvoir déterminer si je peux pas dire mardi il faut que l'entraînement soit de basse intensité parce que lundi ils ont fait une séance au fit et mercredi ils doivent faire des sprints. Ça marche pas comme ça. Donc d'emblée moi je pars avec avec la base que les jours de foot ou les jours de rugby, c'est des jours de haute intensité. Donc mardi, jeudi et disons samedi, pour prendre un exemple,
concret, c'est mes 3 jours de haute intensité. Ça veut dire que le lundi, mercredi, vendredi, dimanche, ça va être des jours de basse intensité. Et ensuite, je vais essayer de caler mes différentes activités de préparation dans ce cadre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sprint, ça veut dire de la pliométrie, ça veut dire de la force lourde, donc au-dessus de, disons, 80%, de 1 RM, tout ce qui est force balistique aussi, tout ce qui est conditionnement, donc endurance, etc., mais dur, ça va tout être dans la catégorie haute intensité. Et après, dans la catégorie basse intensité, on va avoir renforcement en dessous de 80 ou en dessous de 70%. On va avoir travail technique au niveau des skills de ballon, par exemple. On va avoir déplacement tactique sur le terrain, mais encore une fois à basse intensité. Là, on parle plus côté sport. Je vais revenir un peu côté prépa. Tout ce qui est endurance, donc le fond, par exemple, tout ce qui est long et lent, où on a une intensité qui est basse, ça va être basse intensité également. Tout ce qui est travail renforcement de la sangle abdominale, c'est de la basse intensité. Donc ça nous permet de définir déjà une base de travail, et à partir de là, tu cales tes activités par rapport à tes jours d'entraînement. Donc moi, idéalement, mes mecs, quand ils s'entraînent les mardis et les jeudis en saison, ils vont faire 2 séances de renfort par semaine. Ils en font une le mardi qui va plus être bas du corps, une le jeudi qui va plus être haut du corps, pour que le samedi, quand ils arrivent au match, leurs jambes soient fraîches, c'est le plus important. Et encore une fois, on a condensé ces activités de haute intensité, donc l'entraînement de rugby et le renforcement, sur la même journée, ce qui fait qu'on a le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche pour se reposer. Parce que le problème… alors non, pas complet. Par contre, l'intensité va être telle que ça nous permet de récupérer entre les jours de haute intensité. D'accord? Donc, si tu as une activité qui ne te permet pas de récupérer en 24 heures, elle passe directement dans la catégorie haute intensité, même si techniquement, tu pourrais dire c'est de intensité moyenne. On va vraiment séparer les deux, d'où le terme polarisé. Tu as soit haute intensité, soit basse intensité. Et donc, tu échelonnes ta semaine comme ça. Ce qui fait que oui, tes jours de haute intensité sont des jours qui sont durs, où tu as peut-être 2, des fois peut-être 3 entraînements, suivant le contexte. Notamment, tu as ton entraînement sportif. Après, tu as peut-être du renfort. Et après, peut-être, si tu avais une session supplémentaire, tu as fait du sprint le matin. Ça fait une grosse journée. Mais ça te permet de vraiment te donner à fond sur cette journée de haute intensité et de vraiment récupérer sur les jours de basse intensité. Sinon, ce qui se passe, c'est que tu te dis, ouais, bon, voilà, j'ai entraînement mardi, entraînement jeudi, donc je vais faire mon renfort lundi, bas du corps. Après, je vais faire mon renfort haut du corps mercredi. Et puis après, bon, vendredi, je me repose parce que j'ai le match le samedi. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu as 4 jours où tu as des activités qui vont être assez intenses, 4 jours de suite, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Au final, tu vas pas pouvoir avoir un rendu de 100% au niveau de tes efforts sur ces 4 jours de suite, simplement parce qu'au niveau de ton système nerveux, tu vas pas pouvoir. Tu vas essayer, tu vas te dire j'ai tout donné aujourd'hui, mais si tu compares tes perfs le jour 4 par rapport au jour 1 et tu as fait des choses de haute intensité les 4 jours, je peux te garantir que le 4e jour, tu vas pas atteindre tes chiffres et tes valeurs du jour 1. Et donc, ce qu'on veut, c'est éviter de faire tout à 80%. On veut essayer de faire, pour donner des chiffres, tout à 80%, pour donner des chiffres un petit peu plus parlants, tu veux 100, 60, 100, 60, 100, 60, plutôt que de juste faire 80 tout le long, parce que c'est le 100 qui va permettre de vraiment monter, et c'est sur ces actions-là, ces types d'efforts-là, que tu vas faire la différence en match aussi. Je me rappelle pas je me rappelle pas exactement du chiffre, mais il me semble que c'est 70% des actions décisives en foot sont faites avec un sprint d'une manière ou d'une autre. Donc, l'effort de haute intensité va être fondamental pour amener des performances et des résultats dans le sport. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur maximiser les rendus au niveau effort sur ces différents mouvements, plutôt que d'essayer de faire tout le temps à moitié, quoi. Ouais, pour avoir vraiment une récupération optimum et pour être performant à 100%. C'est ça. La récupération, justement, moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Euh, Parce que je trouve que c'est vraiment pour moi le truc en fait, qui est le plus négligé de l'entraînement et du sport en général, alors que c'est là où tout se passe. Et moi, je faisais cette connerie. Hein, je pense qu'on a je ne vais pas dire plus, mais on a vraiment à peu près tous fait un peu de trop s'entraîner en pensant que plus tu t'entraînes, et mieux plus fort tu seras et plus tu auras des résultats. Et alors que c'est pas bon, quoi. Et moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, la façon de comment le corps récupère pour se renforcer, qu'est-ce qui se passe en fait biologiquement, comment ça se passe. Et, euh, et, euh, et ouais, en quoi ne pas récupérer comme il faut va pousser à une fatigue, à une soit physique ou mentale. Donc, je parle du système nerveux. Et ça peut même aller plus loin, hein, ça peut aller à parfois justement
des dépressions, je ne sais pas, quand on est sur entraînement, ce genre de trucs. Et, euh, et à quel point, justement, récupérer, c'est important. Tu pourrais, du coup, nous expliquer brièvement en fait, ce qui se passe pendant le processus de récupération, pour ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance là-dedans. Au niveau théorique, en gros, on induit un certain niveau de fatigue pendant l'entraînement. On soumet l'organisme à des efforts, à des charges, à des, ouais, des efforts et des charges qui sont au-dessus de ce que l'organisme a l'habitude de faire. Et donc, l'organisme, il cherche toujours l'homéostasie. Donc, il cherche toujours à trouver un point d'équilibre. Et si on soumet le corps assez souvent à certaines situations, eh ben, le corps va tenter de s'adapter pour répondre aux besoins de l'environnement. Et donc, donc si on dit tous les 2-3 jours, tu soulèves des charges, eh ben, ton corps va s'adapter pour pouvoir faire ces choses-là plus aisément. Et donc, encore une fois, si l'environnement s'y prête à avoir plus de masse musculaire, à avoir une capacité à recruter des fibres moteurs qui sont ou des unités moteurs qui est plus haute, plus importante. On va avoir une capacité, notamment, on pense souvent à la contraction, on pense rarement à la relaxation ou au relâchement des fibres, mais c'est là en fait où la différence principale se fait dans les athlètes de haut niveau. C'est pas qu'ils se contractent beaucoup plus vite, c'est qu'ils relâchent beaucoup plus vite entre les contractions, ce qui leur permet d'en faire plus à la suite. Donc toutes ces choses-là, c'est des adaptations qu'on va pouvoir tirer de l'entraînement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et donc derrière, si tu veux que le corps s'adapte, il faut un environnement propice à l'adaptation. Ton corps, s'il est constamment en fatigue tout le temps, il va pas vouloir faire ces choses-là, par exemple gagner en masse musculaire, qui est quelque chose qui est coûteux pour l'organisme. L'organisme, il préfère rester là où il est. L'organisme, s'il peut ne pas changer, garder son homéostasie, il va le faire. Et donc d'amasser plus de masse musculaire, c'est un processus qui est énergétiquement très très coûteux pour le corps. Et donc il faut un environnement qui s'y prête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un apport nutritionnel et calorique qui est adéquat. Ça veut dire une qualité de sommeil qui est adéquate également, parce que ça on le sait, et la recherche sur le sommeil a été faite et refaite et ça continue à sortir. Si tu dors pas, toutes tes fonctions, même sans aller plus loin, sont impactés. Il y a une durée de sommeil qui est quand même à respecter minimum. En moyenne, et ça c'est la moyenne C'est générale. propre à chacun. Parce qu'il y a des gens il y a des athlètes qui disent qui donnent 12 heures complémentaires, et puis il y en a d'autres qui vont dire moi 6 heures ça me suffit. Mais ouais, c'est un ça. spectre. C'est un spectre. Donc c'est vraiment c'est individuel, hein, c'est pas chacun. Non, c'est individuel. La moyenne pour les êtres humains, la moyenne se trouve entre 7h30 et 8h30 de sommeil. Okay. Mais après, comme tu as dit, il y en a qui font très bien avec 6h30 de sommeil. Il y en a qui ont besoin de 10 heures pour s'en sortir. Et ça, comme tu as dit, c'est individuel, mais c'est en partant du principe que déjà, tu n'as pas de dette de sommeil à repayer. Dans le sens où la plupart d'entre nous, si tu dors pas 8 heures par nuit, et je dis dors, hein, je dis pas passer du temps au lit, dormir 8 heures par nuit, il y a des chances que tu puisses grappiller encore quelques progrès sur ton sommeil. Et je pense que très peu de gens le font autant qu'ils le pourraient. Et donc, il faut essayer de dormir mieux. Et je pense que la qualité a aussi un gros impact. On n'y pense pas nécessairement. Pour moi c'est la qualité. Pour moi, c'est au-delà de la durée, c'est surtout la qualité. Pour moi, je pense qu'on l'a tous vécu, mais des fois, tu vas dormir que 5 heures, mais c'était 5 heures super bien, super bonne. Et alors que des fois, tu vas dormir 10 heures, tu vas te réveiller complètement éclaté. C'est aussi une question de cycle aussi de sommeil. Je ne connais pas assez le sommeil. J'avais lu un livre intéressant là-dessus qui s'appelle Pourquoi nous dormons, Why We Sleep. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, c'est expliqué. Je l'ai pas lu, mais je connais le. Ouais. C'est vraiment ça, à quel point c'était important. Et ce qui se passait justement dans le sommeil, les différentes phases, etc. Ouais, donc il y a les phases de sommeil. Je pense, pour revenir sur le point de la qualité du sommeil, les choses à retenir, c'est essayer de ne pas être devant un écran pendant minimum 30 à 40 minutes avant de se coucher. Essayer d'avoir une chambre qui est un petit peu froide.
dans le sens où tu es content sous ta couverture, mais qui est assez fraîche quand même. On dort mieux dans des environnements qui sont un peu plus frais. Le moins de bruit possible, le moins de lumière possible aussi, même si tu as les yeux fermés. Si tu es en ville et puis qu'il y a plein de lumière dehors, ça a un impact sur la qualité de ton sommeil. Donc, je porte un bandana sur les yeux juste parce que je dors mieux. Comme ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je préfère parce que comme ça coupe 100% des lumières et honnêtement, je m'endors plus facilement si j'ai quelque chose sur les yeux. Je dis pas que tout le monde doit le faire. Il y en a qui aiment bien avoir des rideaux noirs qui coupent complètement la lumière. Donc je pense que toutes ces choses-là peuvent apporter quelque chose. Et pour revenir sur le point initial, donc de l'adaptation, tu as le sommeil qui va avoir un gros impact, la nutrition, l'hydratation et également le statut, on va dire, psychologique et mental, dans le sens où si tu es stressé tout le temps, si tu as un boulot que tu détestes et puis un patron qui essaie de te virer dès qu'il peut et tu as des problèmes à la maison avec la famille, etc., c'est un environnement qui va être très, très, très néfaste pour l'organisme, dans le sens où tu es tout le temps en alerte et donc tu vas jamais pouvoir te poser et vraiment te reposer et bénéficier des adaptations que tu voudrais de tes entraînements. Et donc, c'est ces trois aspects pour moi qu'il faut considérer et sur lesquels il faut travailler avant de parler d'autres méthodes de récupération, de bain de glace, de ci, de ça. C'est ce que j'avais abordé juste avant. Mais ce que tu disais juste avant sur les… J'ai perdu le fil, du coup, là. Tu disais quoi avant? Sommeil, adaptation, stress. Le stress, excuse-moi. Et un autre point par rapport à ça, pour moi, c'est la vie sociale, qui est super importante. Et on pense pas assez, mais moi, le fait d'avoir été blessé comme ça, je suis complètement isolé socialement. Parce que justement, je ne voulais pas du tout sortir le soir, je voulais tout faire pour aller bien par rapport à ma blessure. Et je ne voulais pas être avec des gens de mon âge qui sortent, qui boivent, qui mangent des conneries, etc. Je pensais pas les choses bien. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu se tirer une balle dans le pied parce que d'un côté, tu fais les choses bien par rapport à ça, mais d'un côté, socialement, tu t'isoles complètement et c'est ce qui va amener de l'anxiété, du stress, toutes ces choses négatives. Au final, c'est une question d'équilibre. Ouais. Et je rebondis du coup sur ce que tu disais par rapport à tous ces trucs-là de récupération. Ouais, ces dernières années, il y a eu pas mal de trucs qui sont arrivés. Donc, il y a eu tout ce qui était rouleau, balle de massage, bain de glace, Theragun, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose… donc, avant tout ça, effectivement, les bases, sommeil, nourriture, stress, etc., comme on vient de dire. Mais est-ce que ça a vraiment, du coup, ces choses-là un intérêt ou c'est vraiment un pourcentage minime Si tu considères que tu as déjà bien en main ta récupération dans le sens nutrition, sommeil et stress, et que tu penses que une de ces modalités de récupération supplémentaires t'aide, ça va avoir un impact positif. Parce qu'encore une fois, ça a pas un effet placebo aussi. Ouais, mais l'effet placebo, c'est un effet qui existe. C'est pas juste placebo, tu vois. Ça marche. Donc, si tu y crois, ça marche. Donc, si tu crois au Theragun et que tu crois que ça te fait du bien, certainement, c'est bénéfique pour toi. Est-ce que, encore une fois, si tu passes toutes tes journées avec un Theragun dans la main, il y a un problème. Mais si tu te dis, je le fais 2-3 fois par semaine pendant 10-15 minutes et ça me fait vachement de bien, que ce soit physique ou mental, et de toute façon, au final, les deux, c'est la même chose. Donc, si ça te fait du bien, ça te fait du bien. Voilà, c'est tout. Si ça te fait du bien. Il y a un intérêt de le faire avant une séance. Si ça te fait du bien, oui. Encore une fois, d'accord. Et ça, ouais, ils ont fait les recherches, pas nécessairement avec le Theragun, mais avec les rouleaux de massage. Est-ce que le rouleau de massage avant, ça a un impact sur tes performances pendant? C'est des choses qui sont très, très dures à évaluer déjà. De tête, ils n'ont pas trouvé de gros impacts négatifs sur la performance. Donc, encore une fois, je dirais, si ça te plaît et que ça te fait du bien, vas-y, fais-le. On sait que, par exemple, le stretching statique de longue durée a un impact sur ta capacité à produire de la force rapidement. Donc, si tu pars sur un entraînement de vitesse, fais-toi pas une séance de stretch d'une demi-heure avant. Ça, c'est assez clair. Les bains de glace, une chose que je dirais sur ça, c'est que en saison, tu peux y aller sans problème. Si tu es en intersaison ou en pré-saison et que tu travailles notamment sur du renforcement musculaire, tu veux éviter d'utiliser le bain de glace comme modalité de récupération parce que ça va couper certains facteurs d'inflammation. Ouais, et l'inflammation faisant partie intégrale de l'adaptation que tu vas avoir en fait du travail de renforcement.
Donc, quand tu essayes de te renforcer, fais pas un bain de glace direct derrière parce qu'en fait, tu niques tout le travail que tu as fait pendant la séance. Par contre, si c'est pour une récupération d'après-match, en saison, parce que tu as mal et puis que ça te fait un petit peu de bien de passer dans l'eau froide, là, c'est tout à fait légitime. Bien sûr, ouais, les bains de glace, c'est vrai que ça a été très popularisé là, ces dernières années. Et au final, comme tu disais, ça dépend à quel moment faut l'utiliser. C'est ça. Et un sujet, par exemple, du coup, tu parlais des étirements. Toi, tu en penses quoi de ça? Parce que c'est un sujet qui est très. Il y a beaucoup de débats là-dessus en ce moment. Il y a des gens qui vont dire complètement de ne pas en faire. Moi, j'en faisais partie avant. Avant, je disais à chaque fois, ne t'étire pas. Depuis toujours, hein, je t'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui s'étire beaucoup. Enfin, je m'étire, mais de façon active. Je n'aime pas du tout faire des étirements statiques. J'ai l'impression que enfin, je ne me sens pas bien après. Mais ouais, donc il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui vont dire que c'est super important, d'autres le contraire, mais tu as aussi des gens qui vont faire que des étirements statiques sans faire de la mobilité derrière, donc au final, on va devenir un peu laxe. C'est quoi ton avis là-dessus en termes de récupération? Je ne parle pas forcément des effets souplesse, etc., mais plus, est-ce que ça a un impact sur la récupération? Parce que c'est, encore une fois, les footballeurs, c'est souvent on pense comme ça. Après le match, bah, faut que tu t'étires, sinon tu ne seras pas bon. Alors en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas vrai du tout, quoi. Je pensais un temps que c'était absolument indispensable. Mon avis il est un peu plus partagé à l'heure actuelle, dans le sens où pour certaines personnes ça marche très bien, encore une fois, et ça leur apporte quelque chose, et s'ils le font pas, ils se sentent pas aussi bien qu'ils ne le pourraient s'ils le faisaient, alors que d'autres personnes le font jamais, et ils n'ont pas nécessairement plus de problèmes en termes de tension dans les muscles, de problèmes de blessures, de choses comme ça, parce qu'encore une fois, la tension que tu portes de manière normale dans tes muscles, si par exemple tu as ton trapèze qui est tout le temps tendu, quelque chose comme ça, ça commence pas nécessairement au niveau du muscle en lui-même. Chercher la L'influence cause. Pardon? Ouais, il faut chercher la cause. Faut chercher la cause. Est-ce que c'est parce que ton patron de mouvement dans cette amplitude-là est pas bonne, donc tu surrecrutes ou tu utilises plus ton trapèze que tu ne devrais l'utiliser et donc il est un petit peu plus tendu que d'habitude? Est-ce que c'est un problème au niveau central, au niveau du système nerveux? Parce que le système nerveux a un impact énorme sur la tension que tu tiens dans tes muscles d'un jour à l'autre. Encore une fois, et ça c'est tout lié au sommeil, c'est tout lié à la qualité de vie, au rythme de vie, de tout ton statut au niveau mental et psychologique. Donc, je pense que, ouais, mon avis il est partagé. Donc, c'est indispensable pour certaines personnes et pour d'autres, c'est absolument pas indispensable du tout. Donc, à je pense, tester, quoi, en fait. C'est plus un peu à essayer pour soi et pour l'instant, ouais, parce qu'on ne sait pas exactement, on sait pas, je pense qu'on ne sait pas exactement assez sur le sujet. ouais. Bah, le fait est que si tu regardes à haut niveau, certains athlètes le font, certains le font pas. Et le fait est qu'ils sont tous à haut niveau. Donc après, est-ce que tu vas aller dire ouais, mais bon, si lui il en fait pas, puis il en faisait, ben il serait encore meilleur. Je pense que c'est très très léger comme argument et il faut aller un peu plus loin. Tu vois, est-ce qu'il y a des exercices de respiration peut-être, de positionnement du tronc, de positionnement du bassin et de la cage thoracique qui te permet de réduire les tensions autonomiques au niveau du système nerveux? Oui, ça on le sait et ça existe et ça se fait. Donc, est-ce que quelque chose comme ça serait plus bénéfique qu'un stretch? Potentiellement. Est-ce que donc on en revient peut-être à l'argument peut-être au spectre de l'échelle. Peut-être que le stretch c'est le 20 sur 100 par rapport au zéro qu'on connaissait avant, ou alors et c'est tout ce qu'on connaît. Est-ce qu'il y a d'autres façons de moduler les tensions musculaires dans le corps? Au travers notamment de la respiration et du système nerveux autonomique, parce que, et ça on sait qu'on a un impact dessus avec la respiration notamment, et le positionnement, comme j'ai dit avant, du bassin et de la cage thoracique. Est-ce que ça peut-être c'est un petit peu plus bénéfique que le stretch en lui-même, où on attaque simplement au niveau local au lieu d'attaquer au niveau général? euh, Peut-être, je sais pas. Ouais, et puis aussi, il faut se dire que si un muscle est tight, tendu, ça peut être aussi. Souvent, on pense qu'il est. En fait, ouais, souvent, enfin, dans la tête des gens, le muscle est tendu, donc on va étirer. C'est automatique. On ne se pose pas la question que peut-être que le muscle, en fait, il a besoin d'être renforcé, d'être
neurologiquement activés, comme tu disais, toutes ces choses-là, quoi. Et donc en fait, on va peut-être créer plus de dégâts à s'étirer. Et puis ouais, donc en fait, l'étirement, c'est quelque chose qu'on fait par habitude, la plupart du temps, alors qu'il y a toute une science derrière aussi à comprendre. Ouais, notamment par rapport aux étirements, et j'en ai fait l'expérience personnellement. J'avais pas mal de tension dans mon quadriceps gauche après mes années d'haltéro. Bon, faut dire, je m'étais pas bien entraîné dans le sens où je faisais très très peu de maintien à côté. Je faisais que les lever vraiment et donc avec ma perspective maintenant en fait je me suis mis un peu le doigt dans l'œil avec tout ça, mais donc j'avais énormément de tension dans mon quadriceps gauche et j'ai essayé pendant pas mal de temps de stretcher, et le stretching ça rendait les choses pires en fait, parce que Ah, tu prends un muscle qui est déjà surtendu et maintenant tu vas le tendre encore plus. Ben, quand tu penses comme ça, tu te dis que c'est un peu normal que ça apporte rien de bon, tu vois. Donc après, encore une fois, est-ce que tu peux trouver un autre biais pour réduire la tension musculaire? Les massages, par exemple, c'est quelque chose qui sont très très utilisés dans le monde sportif. Tu regardes notamment je me rappelle regarder toutes les vidéos d'haltérophilie des Russes, de l'équipe nationale russe, et dans leur hall d'entraînement d'haltérophilie, ils ont une petite salle à côté, directement attachée à la salle d'entraînement d'haltéro, et ils ont 5 ou 6 tables avec des masseurs qui sont là-bas toute la journée. Ils ont un truc qui va pas sur la plateforme, boum, ils vont sur la table, le masseur il bosse dessus, il retourne sur la table. Pareil sur les sprinters, tu lis le bouquin de Charlie Francis, le rôle du physio ou du kiné avec qui il travaillait était absolument indispensable pour ces athlètes. Parce que rien qu'au travers du massage, rien qu'au travers du toucher, il pouvait réguler la tension musculaire, et on sait que nos muscles fonctionnent de manière optimale avec une certaine, on va dire, relation de tension et de longueur. Et donc, si on peut moduler ça au travers du toucher, du massage, on peut monter en tension, on peut descendre en tension, et on peut techniquement trouver la tension et la longueur, si on veut parler de longueur, parce que la longueur, elle change jamais, mais c'est la tension qui change. La tension va avoir un impact sur la performance. Donc, on le voit là-dessus. Les Chinois, les haltérophiles, ils se marchent dessus à titre de massage. Ça, tu le vois dans pas mal de vidéos d'entraînement. Donc, le massage, pour moi, c'est un truc qui revient. On parle de Ed Cohen aussi, qui était un powerlifter très, très connu aux États-Unis, et qui disait que tous les jours, il allait voir je sais plus si c'était son chiro ou son physio, et il faisait beaucoup de massages, et que sans ça, il aurait jamais pu faire les performances qu'il faisait. Donc, je pense que c'est des situations qui se retrouvent pas mal dans dans des sports très très différents. Et donc pour moi, peut-être le massage serait quelque chose de beaucoup plus intéressant à explorer, pour, on parle de réduire des tensions musculaires et d'éviter potentiellement des blessures. Ça peut avoir un impact qui est plus intéressant que le stretching potentiellement. Encore une fois, je me prononce pas directement là-dessus, mais je pense que c'est à réfléchir, à explorer encore et à discuter. Et c'est pas aussi simple que ton ischio il est tendu, il faut l'étirer, quoi. je ne pense pas que souvent justement, les athlètes, les footballeurs, qui à chaque fois on le ressent le besoin de se faire masser en permanence, etc., c'est qu'il y a un souci quelque part qui est trouvé. Et que par exemple, je sais pas si ton ischio est souvent tendu, c'est peut-être parce que tes fléchisseurs de hanche, ils sont pas assez, ils ont pas la force pour aller dans l'action opposée. Ou alors que, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de position du corps. Alors, on va parler un peu de Kevin, parce que moi, avant, j'étais très dans la posture. Et après, finalement, je me suis rendu compte, finalement, c'était pas si important que ça. Enfin, tu vois. Mais en fait, c'est toujours cette question, au fond de moi, je me dis quand même, bon, bah, c'est ton bassin, il est dans une position peut-être complètement rétroversée ou introversée, est-ce que ça va pas avoir un impact sur la façon dont tu vas tous les jours utiliser certains muscles et donc, au final, rajouter de la tension, tu vois. Mais voilà, on ne parle pas de posture parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé, puis c'est compliqué, mais ouais, sur ce que je viens de dire par rapport à tout ce qui était. Si tu ressens toujours le besoin de t'étirer, est-ce qu'il ne faut pas chercher la cause, quoi? Parce que Oui, tout à fait. La fonction est déterminée par la structure. Notre structure détermine la fonction des muscles. Si tu essayes et encore une fois, on parle de relation de tension et de longueur, ou d'amplitude de mouvement, ou alors l'amplitude dans laquelle tu contractes le muscle. Si tu essaies avec ton biceps de pousser vers le haut avec ta main comme ça, tu n'as pas beaucoup de force. Par contre, tu te mets à 90 degrés, là, tu as beaucoup plus de force. Donc, il y a certaines amplitudes de mouvement où tu as plus de force. Maintenant, si ton muscle est tout le temps, entre guillemets, étiré, eh ben, c'est clair que ton potentiel pour produire de la force, il va être moindre.
Donc, par exemple, tu parlais de la position du bassin et je pense, pour vite toucher sur la posture, la posture, ça dépend comment tu la définis. Pour Ouais, moi, la posture… c'est ce que disait Kevin, hein, c'est une question vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est très mal compris. Parce qu'on pense posture, on pense, à des gens, posture, c'est ça. Alors que Ouais, pour moi, c'est plus l'interaction entre chaque articulation et comment ton corps les contrôle dynamiquement, etc. C'est plus ça, posture. ouais, je pense que pour moi, ça va même un cran plus loin. C'est que si on prend notre structure de base, qui est le squelette, c'est pas une structure qui est statique. Du fait que on doit respirer, du moment où on naît jusqu'au moment où on meurt, on respire, sinon ça marche pas. Et nos muscles de respiration ont une influence directe sur la position de notre squelette. Et donc, on est une structure dynamique, on est constamment en mouvement du fait qu'on respire. On est tout le temps en mouvement. Il n'y a pas de statique, en fait, en termes de posture. La posture, pour moi, c'est l'interaction de la structure avec tout ce qui est des muscles de respiration et après, bien sûr, toute la musculature autour. On parle aussi de tout ce qui se passe au niveau des intestins, au niveau de la cavité intestinale, si on veut, et la relation, encore une fois, avec le diaphragme qui va, suivant sa position, réduire ou augmenter le volume disponible. Donc on parle de pression, on parle de volume, on parle de liquide, on parle de gaz, et le corps, pour moi, il travaille sur cette base-là. C'est pas une base mécanique de levier, si on veut, parce que déjà au niveau des articulations, il y a pas d'eau qui se touche, les os ils se touchent pas. Il y a toujours du fluide, ou il y a toujours une poche autour ou dans les articulations, qui fait qu'en fait on travaille sur un système, comme je l'ai dit avant, de pression et de volume, et qui est directement impacté par notre respiration. Et pour moi, c'est ça la posture. La posture, c'est la capacité d'accéder à toutes les amplitudes de mouvement dans un cycle de respiration complet. Et si tu es limité au niveau de ta respiration, tu vas limiter au niveau de ton mouvement, au niveau de ta structure, donc de ton squelette. Et la structure détermine la fonction. Et donc, si par exemple tu parlais tu parlais du bassin qui est en antéversion, et ben, si d'emblée, dû à la façon dont tu respires, la façon dont tu te tiens, ton bassin il est comme ça, et ben c'est clair que tu peux voir que ton ischio, il est déjà tiré un petit peu plus, entre guillemets, il est déjà étiré un petit peu de base du fait de la position de ton bassin. La structure détermine la fonction. Et donc, si on peut, par le biais de certains exercices, moduler notre capacité à respirer et à accéder à toutes ces positions, si on veut. Parce que le problème, c'est pas d'être dans une position ou une autre. Le problème, c'est de pas pouvoir s'en sortir et de pas pouvoir accéder au reste Exactement. du panel de mouvements auquel on devrait avoir accès. C'est ça le problème. Donc Mais oui, je pense que c'est tout une histoire de structure et de fonction à ce niveau-là. pour toi, ça mérite un tout petit peu de regarder la posture, du coup, ou pas du tout? Bah encore une fois, c'est de regarder la posture. Est-ce que tu peux correctement respirer? Est-ce que tu peux ensuite correctement bouger toutes tes articulations? Et on sait que ta capacité à respirer correctement et à avoir une amplitude de mouvement dans ton squelette ou dans ta structure de base qui te permet de respirer correctement, ça va avoir un impact sur ensuite ta capacité à bouger tes hanches et ta capacité à bouger tes épaules notamment. Et donc tout part du centre, si on veut prendre le diaphragme comme point de départ, puisque c'est le muscle principal de respiration, tout part de là et ensuite ça détermine est-ce que tu peux bouger tes hanches, est-ce que tu peux bouger tes épaules, et donc est-ce que je la regarde, oui, pour moi c'est une partie qui est très très importante. Après, est-ce que je dis aux gens de se mettre debout et puis je les regarde pas bouger? Non, je m'en fiche. Est-ce qu'il y a certains aspects de leur posture qui va me dire qu'il y a certaines choses qui devraient travailler? Oui, mais après, est-ce que je base absolument tout là-dessus? Oui et non, parce que encore une fois, pour moi la posture c'est notre état fondamental, mais c'est une posture qui est dynamique due au fait qu'on respire. Et donc, c'est déjà, ça devient un petit peu plus compliqué qu'il y a une posture de base qui est parfaite. Non, en fait, c'est le cycle de respiration et les postures qui y sont attachées qui est la posture de base, entre guillemets, si tu veux. Donc, pour moi, le débat, il est un peu plus approfondi que ça. Et il n'est pas aussi simple que si tu as les épaules un petit peu en avant, tu as une mauvaise posture. Ouais, on le rend simple, en fait. On rend un Voilà. sujet compliqué assez simple. Et alors, juste pour terminer sur la récupération et puis sur le podcast, euh,
Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux courbatures, qui est un sujet qui est vachement, en termes de récupération, qui est même d'entraînement. Souvent, on se dit, ah, si j'ai pas des courbatures, c'est que j'ai pas assez bossé, ou tu connais le truc, quoi. Ouais, Euh, tu peux expliquer vite fait déjà ce que c'est une courbature, pourquoi elle est ouais. là, et ce que ça veut dire que tu peux pas entraîner. J'avais écouté je l'ai par message, mais j'avais écouté un podcast d'un coach de MMA MMA qui disait que lui, à partir du moment où son athlète est courbaturé, c'est qu'il a trop fait. Et que, alors il y a des sports comme le bodybuilding, je pense, mais honnêtement, j'ai pas la connaissance pour dire. Mais je pense qu'il faut peut-être aller jusqu'à ce niveau-là pour faire une adaptation des tissus, mais que quand tu fais un sport comme le MMA, comme le foot, etc., suivant la saison, parce qu'il y a des fois des moments de la saison où ça peut être intéressant, effectivement, mais que dans la saison, bah, si t'es courbaturé parce que tu as fait un exo, c'est qu'il y a un problème. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est une courbature et d'où vient ce mythe en fait de penser que courbature égale adaptation, alors que c'est pas vrai du tout. Bah, je pense que le mythe, déjà, il vient du fait qu'on pense que la douleur que tu perçois après les entraînements ou le jour après ou 2 jours après, c'est égal à la qualité du travail que tu as fourni pendant l'entraînement. C'est, on cherche une justification, on cherche une validation de ce qu'on a fait et ben, la douleur, tu la ressens et tu peux pas t'en défaire. Et donc, je pense que ça s'est attaché naturellement comme ça. Euh, Encore une fois, l'intention est bonne. L'intention est de trouver et de déterminer si ce que tu as fait, c'était bien ou pas. Et pour des gens qui sont pas formés et qui c'est pas leur métier, ben t'as pas vraiment de repères. Il y a personne qui t'explique vraiment ce que c'est un bon entraînement, et donc tu vas te dire ben ça fait mal. Du coup, je pense que c'est pas mal quand même. Et puis alors au niveau scientifique, et ça j'ai lu pas mal là-dessus récemment, il y a énormément de théories sur le pourquoi du comment. Au niveau des myofibrilles, au niveau de tout ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau des, je veux pas dire des déchets, mais des produits dérivés ou des produits de fin de différents processus bioénergétiques. Il y a énormément de théories et il y a très très peu de certitudes. Donc honnêtement, je peux même pas te dire exactement d'où viennent les courbatures en tant que telles. D'expérience, je peux te dire que en général, et peu importe le niveau, hein, peu importe le niveau de l'athlète, que ce soit débutant ou même avancé ou même élite, s'il y a un exercice, soit une charge, soit une façon d'exécuter l'exercice que tu n'as pas pratiqué pendant 2 à 3 semaines, si d'un coup tu te relances dedans assez fortement, tu vas avoir des courbatures. Peu importe ton niveau. Par exemple, euh, je sais pas, tu prends un athlète qui fait jamais d'haltérophilie et d'un coup tu leur mets une grosse séance d'haltérophilie dans les dents, eh ben ils vont avoir des courbatures derrière, même s'ils s'entraînaient beaucoup déjà avant, mais pas nécessairement en haltérophilie. Et donc, J'ai vu ça j'ai vu ça avec le foot, parce que moi j'ai appris pas mal d'entraînement avec ballon après ma blessure. Et ouais, le lendemain de mes séances de passe, qui passe, etc., j'ai eu des courbatures énormes aux adducteurs. Alors que je les bossais, que je faisais énormément de renforcement d'adducteurs, mais c'est tellement différent faire des c'est passes de ça. foot. En fait, on pense trop que c'est quelque chose que je parlais avec Kevin sur un podcast, on parlait par rapport du cardio par exemple. On pense trop que si tu fais du vélo, par exemple pour un footballeur, bah, du coup, tu seras plus endurant sur le terrain. Ouais. Alors que, en fait, pour moi, alors, comme on disait, il y a une adaptation cardiovasculaire, mais tu peux avoir fait un mois de vélo et avoir un cardio de malade en vélo. Dès que tu vas faire un match de foot, bah, au bout de 10 minutes, tu peux être essoufflé, quoi. Et c'est parce que, en fait, encore une fois, parce que tu peux être super entraîné, etc. Mais si tu fais quelque chose de complètement différent, bah, ton corps, en fait, il comprend pas, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes, c'est pas du tout le même effort quand tu y penses en fait. Ouais. Le fait que c'est de longue durée et puis que tu transpires, bah, c'est un peu les seuls points communs. Mais tu regardes, il n'y a aucun aspect élastique et réactif au niveau du bas de la jambe sur un vélo, alors que quand tu cours, tu fais que ça. Donc déjà, il y a un élément qui est déterminant dans la course, qui est absolument manquant dans le vélo. Il y a la vitesse de contraction musculaire, il y a les amplitudes de mouvement, il y a où dans l'amplitude de mouvement tu fournis la force. Ben, ça, c'est tous les critères de correspondance dynamique que il avait donné dans Super Training. C'est les aspects qui déterminent
l'amplitude de transfert entre une activité et le sport, par exemple, ou une activité et une autre. Donc, il faut comparer tous ces paramètres-là. Et c'est vrai que, en fait, comme tu as dit, tu as des adaptations au niveau cardiaque, donc au niveau central. Par contre, au niveau périphérique, c'est pas nécessairement des adaptations qui vont avoir un transfert du fait que la façon dont tu utilises ta musculature, niveau coordination, niveau intensité, niveau temps sous tension, va pas être la même à vélo que ne va être quand tu cours. D'accord. Donc, d'accord. Donc, pour conclure, les courbatures, c'est le mot de la fin. C'est ouais, donc les courbatures, il y a des théories, mais on n'est pas trop sûr de pourquoi. D'accord. Par contre, si tu fais un truc nouveau et puis que tu le fais fort, tu vas avoir des courbatures derrière. D'accord. Après, Mais donc, ne pas penser que courbature égale bien. non, 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 je pense que ça c'est faut avant le début de la séance, faut déterminer quels sont tes critères de réussite, que ce soit une charge que tu veux lever, que ce soit un rendu effort que tu veux ressentir sur un RPE par exemple. Je veux que ma séance soit un 8 sur 10 en termes d'effort, pas en termes de douleur après. Ou je veux courir tant sur mon 20 mètres aujourd'hui sur ma séance. Faut établir ces critères au préalable et ensuite il faut te juger sur les critères que tu avais établis. Il faut pas prendre la douleur comme signe de quoi que ce soit. C'est vraiment pas le bon barème pour juger de la qualité de ton travail. D'accord. Bah, écoute, je pense on a fait pas mal on fait le tour de pas mal de choses. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps. Et C'était un puis, plaisir. j'espère que pas mal de footballeurs ou de jeunes athlètes vont pouvoir entendre des choses de ce podcast. Et puis, peut-être une prochaine fois, du coup, pour d'autres sujets. Avec plaisir. Merci de ton invitation. Moi, en tout cas, ça fait très plaisir, très, très enrichissant. Et puis voilà, je te remercie encore. Merci à toi. À la prochaine. Ciao.